Salut à tous. Bon, bienvenue sur Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous faire l'épisode d'actu, le Restons Connecté numéro 112. Cette semaine, pas mal d'actu, surtout des actus qui peuvent être orientés White House. De toute façon, on va pas se mentir, il y aura pas mal d'épisodes qui seront orientés un peu White House. Il y a des rumeurs de fight, il y a des retours de combattants, d'anciens combattants en grappling, avec à peine repartis, ils sont déjà en plus call out par des combattants actifs. On a Gordon Ryan qui explique comment décortiquer le jeu des Dagestanais, notamment celui de Khamzat Chimaev, et qui annonce sa retraite aussi. On va parler de ça, on va parler de Crocop qui parle de l'hypocrisie du weight cut. Bon, il y a pas mal de choses. Aussi la montée de Costa, son coach qui expliquait pourquoi il montait de catégorie. J'ai trouvé ça intéressant, mais pas forcément dans le bon sens du terme. On va en parler tout à l'heure. Enfin bon, bref, il y a pas mal de choses à dire. Comme d'habitude, avant de commencer, le partenaire du moment, Import Fight. Donc, cette boutique de matériel de sport de combat et de textile avec des marques qui ne sont vendues en France que sur Import Fight. Donc, que ça soit Hit & Move, Primo, Corner ou Pitbull West Coast, ce sont des marques de qualité qui sont stylées, donc et que vous pouvez retrouver donc sur Import Fight, dont le lien est en description. Donc, si vous voulez avoir du style en étant différent des autres et en allant en dehors des boutiques habituelles où tout le monde va et où vous avez que des clones sur les tapis, ça se passe sur Import Fight. Et en plus, avec le code Tatami10, vous avez 10% de réduction sur tout le site. Donc, n'hésitez pas. Allez, on commence, parce que, si, ce que j'ai pas dit, c'est que on va aussi parler de Thomas Spinal et de son opération. Ben oui, ça c'est le gros sujet qui anime toutes les discussions, que ça soit positif, négatif. J'ai écouté Jab Live parler du sujet, j'ai écouté La Sueur parler du sujet, c'est tout ce que j'ai écouté. J'ai lu des trucs sur Twitter, j'ai vu RMC qui a fait venir un spécialiste ophtalmo sur le Fighter Club Sunday aussi pour parler de cette opération. Écoute, c'est génial, c'est une telenovela, c'est Santa Barbara, c'est Beverly Hills, c'est tout ce que tu veux, c'est c'est une série le bordel. On va en discuter. Donc déjà la base, Aspinal, pourquoi il s'est fait opérer des yeux? Parce que vous le savez tous, il s'est pris un eye poke de Cyril Gane durant sa défense de titre il y a quelques mois maintenant. Et donc depuis, il se plaint de problématiques. Il nous avait fait une liste exhaustive de tout ce qu'il avait, syndrome de Brown, enfin tous ces trucs-là. Et donc, il avait évoqué qu'une opération serait potentiellement à faire. Depuis, effectivement, il nous dit que ses symptômes se sont aggravés, qu'il n'aura peut-être pas la possibilité de continuer une carrière dans le MMA. Il dit qu'il a des vertiges s'il change brusquement de direction. Il dit qu'il rate la main des gens quand il essaye de la serrer. Ça doit être cocasse dans la vie de tous les jours quand même. Il a du mal à jouer avec ses enfants, il a 32 gouttes par jour à mettre dans ses yeux, il a une vision double d'un côté et il a une tache noire dans l'œil. Il a l'impression de se tenir sur un bateau. Il ne parvient toujours pas à suivre une cible en mouvement. Sauf un ballon. Et donc. Écoute, je sais pas, on va en parler, mais je sais pas parce que j'ai vu la vidéo. Faut peut-être qu'on nuance la chose, on sait jamais. Il y a le docteur Sami Saad qui est passé, donc je l'ai dit, sur le plateau de RMC, qui a dit j'ai vu la photo de Tom Aspinall, puisqu'il bien sûr il a posté une photo de lui donc en train de subir une opération au laser et après une photo de son œil rougi par l'opération. Il dit donc j'ai vu la photo de Tom Aspinall, ça m'a rappelé la machine parce que, alors attends, je vais zoomer, ça sera plus simple. Parce que je l'ai chez moi, j'ai exactement la même machine et je me suis dit c'est bizarre parce que cette machine-là n'a rien à voir avec la vision double. C'est vraiment une chose séparée qui n'ont rien à voir. La vision double, c'est un traitement en général chirurgical avec les muscles qu'on va déplacer ou renforcer. Donc, comme Thomas Spinal, lié à un traumatisme, donc à une vision double binoculaire. Le laser, l'indication première, c'est pour ne plus porter de lunettes. Ce laser-là a plusieurs indications. On va l'utiliser pour plusieurs choses, soit pour corriger la vision, soit dans certains cas pour traiter ce qu'on appelle une kératalgie récidivante. Et typiquement,
cette maladie-là, on peut l'avoir après un traumatisme oculaire, et je crois qu'il y a une suite exactement. C'est évident, pardon, qu'il y a une gêne, et c'est évident qu'il n'y a pas de simulation. Sur le coup, on ne peut pas statuer sur comment va évoluer l'état d'Aspinal. Aussi, on ne peut pas statuer sur la reprise de sa carrière en tant que sportif. Par contre, c'est une certitude absolue que ce n'est pas une simulation, car il y a des choses sérieuses. D'une part, il y a des examens objectifs, le scanner, l'IRM, qui montrent qu'il y a des problèmes. On ne peut pas, ça ne peut pas s'inventer. Alors, je sais pas s'il les a vus, ces scanners IRM, parce qu'il parle de scanners IRM, ok, mais en fait, qui a vu ces scanners, qui a vu les IRM, qui a vu tout ça? En tout cas, pas les ophtalmos qui parlent, que ça soit lui ou d'autres, hein, qui parlent de cette Je crois problématique. qu'il avait publié ses examens, non? Je sais plus s'il les a publiés ou Ouais, pas. ouais, ben il y Honnêtement, moi, a j'ai trop pas- j'ai pas- d'épisodes dans cette affaire. Franchement, c'est trop complexe. C'est trop complexe parce que d'un côté, il te dit que cette intervention n'a rien à voir avec le problème de fond, et en même temps, il finit par dire que ça peut quand même être dû à un choc, etc. Donc au final, tu sais plus où donner de la tête. Oui, il te dit que la kératalgite récidivante, on peut l'avoir suite à un traumatisme oculaire. Effectivement, traumatisme oculaire, donc le hypoc, traumatisme oculaire. Mais bon, visiblement quand même, dans les grandes lignes, il explique quand même que tout ce qui est vision double, tout ce qui est problème pour serrer la main, pour suivre un mouvement, pour perdre d'équilibre, ce genre de choses, c'est pas cette machine-là qui traite le problème. Après, bon, il y a une photo de postée. Là où je suis d'accord avec les confrères de Jab Life, donc Alex Herbinet et Eldrick Casata, c'est que on ne voit qu'une photo, on sait pas l'ampleur de tout ce qu'il a fait. Tu sais, c'est pas parce qu'il y a la photo de ça qu'il a pas fait d'autres opérations pour le coup. Mais en tout cas, là où je suis pas tout à fait d'accord avec eux, c'est quand ils disent que quand même le mec ça serait culotté, enfin qu'il irait vachement loin s'il se faisait opérer d'un truc au risque d'avoir des lésions à son œil, tout ça pour juste un mensonge, Bah non, tu vois. bah Moi je suis pas d'accord. non, il Je se suis pas fait. d'accord parce que tu peux avoir des mecs qui s'enferment tellement dans le mensonge et qui ont tellement enfin tu vois, c'est-à-dire que tu commences, tu dis un truc et puis après t'es pris dans un emballement médiatique parce qu'on l'a dit, hein. Sa communication elle est dégueulasse sur le sujet, et puis derrière tu t'enfermes dessus et tu te dis attends, si derrière je dis ok c'est bon j'ai rien, tu te retrouves à être encore plus bactère que ce que tu n'es déjà, parce que là pour le coup personne ne lui pardonnera ça et tout le monde va se foutre de sa gueule jusqu'à la fin de ses jours. Se dire je fais une petite opération au laser qui est une opération somme doute très courante, n'importe qui, enfin moi j'ai mes 2 grands-parents qui se sont fait opérer de la cataracte, ça n'a rien à voir, hein, mais je veux dire c'est des opérations qui sont habituelles, tu vois, je sais pas, il y a sûrement un risque, hein, mais tu te fais une petite opération comme ça, tu te dis ok, ça montre qu'il y a quelque chose, que j'ai quand même fait quelque chose, donc ça justifie que je monte mon œil qui est rouge et tout ça, et ça finalement ça va dans le sens de mon mensonge, même si en soi bah j'ai pas le reste des opérations. Je dis pas que c'est ce qu'il fait, mais je dis juste que des fois, tu te mets tellement dans une situation, dans un bourbier, et on a déjà vu des films et des séries comme ça, tu sais, c'est très drôle. Tu sais, où les mecs, en fait, vont toujours plus loin. Tu sais, tu commences par un petit mensonge, et puis après, donc, tu continues, et puis ça t'amène à être dans un bourbier où tu peux plus jamais t'en sortir, t'es dans une spirale de fou. T'as déjà vu des films comme ça, ou des séries? Ou des épisodes où, en fait, ça s'arrête jamais? Mais mensonge, moi, je pense Possible. pas qu'on parle de petits mensonges. Je pense qu'on parle de gros mensonges, pour être honnête. Je pense qu'il nous a fait, comment je pourrais dire ça? Il nous a inventé une maladie professionnelle, Thomas Spinal, pour régler un problème qu'il avait déjà, je pense. Moi, je pense qu'il avait un problème aux yeux. Il a sauté sur l'occasion pour faire son opération qui coûte assez cher, je pense. Et voilà, en fait, c'est l'UFC qui paye, et parce que, mais, alors sur ça, il a pas tort, hein. Sur ça, il a pas tort, il en a profité, voilà, il a fait un faux AT, un accident de travail, dédicace à mes collègues qui m'écoutent. Ils savent de quoi je parle. C'est ça qu'il a fait, mais c'est ça qu'il a fait. Il a fait le fonctionnaire. Et là, il va se faire payer ses soins tranquillement.
Ouais, sauf que l'UFC, je pense, demande des comptes quand même. Tu vois, ils payent pas pour payer, et puis je pense qu'il faut quand même des preuves de tout ça. Donc, on l'a déjà dit, l'UFC, ils sont quand même assez proches de leurs combattants d'un point de vue médical, et puis souvent ils les suivent d'un point de vue médical. Ce qui me paraît bizarre, c'est à la fois c'est Dana White, ses dernières sorties où il dit me parlez pas de ça. C'est comme si, tu vois, il y a ça aussi, parce que pour d'autres combattants, il a pas fait ça. Même des combattants à problème, tu vois, Bah oui, il a pas bah oui. pris position comme ça. Il y a deux combattants où il a pris position comme ça. C'est Aspinal et c'est Tsarukyan. Tsarukyan parce que son problème de dos était un problème de poids, et Aspinal Tu parce que, vois? parce qu'à mon avis, il doit pas avoir tous les éléments. Il doit y avoir des zones d'ombre, des taches noires, et derrière peut-être que c'est pour ça qu'il, tu sais, il a l'expérience de Ça tient dire, pas la bah route. écoute, il se fout de notre gueule. Ça tient pas la route. Surtout qu'en plus de ça, il y a eu les déclarations de son père avant, qui parlait de partir en boxe anglaise. Surtout que là, il dit ok, moi je rends bien, parce qu'ils lui ont demandé de rendre sa ceinture vacante. Et en fait, tu te rends compte qu'il a dit oui, ok, d'accord, je veux bien, mais dans ce cas-là, vous me libérez de mon contrat. C'est ce qu'ils cherchent en Donc fait. ça voudrait dire que derrière, tu le libères du contrat. Pourquoi? En fait, si tu peux plus combattre, qu'est-ce que ça peut te faire de qu'on te libère de ton contrat? Si vraiment t'es dans une situation où tu peux même pas serrer une main et tu te dis je vais plus jamais combattre de ma vie, que j'arrive pas à conduire, parce que t'as quand même un journaliste, hein, qui l'a suivi et qui a dit voilà, ces voitures elles sont pleines de poussière, donc ça veut dire que il a pas utilisé sa voiture depuis longtemps. Frérot, va voir ma Elle est voiture, pleine de je poussière. l'utilise tous les jours, et crois-moi, tu crois que ah, tu vas voir ma voiture, tu crois que je suis aveugle depuis 10 ans, hein. Donc pour moi c'est pas une preuve. Mais tu sais, comme si tu lavais ta voiture avant de la Non mais sortir, tu tu vois, sais. les Je trucs, sais ouais, pas, mais ça, bah, bah, les chacun. preuves avancées, elles sont, ouais, ça va toujours plus loin. C'est C'est, bidon, ben hein, oui, c'est c'est bidon. bidon. Mais, et par contre, pour le ballon, le fameux Ronaldo Gate, tu le vois en train de jongler avec son petit ballon. Écoute, moi, la seule chose où je mets un bémol, c'est que la vidéo sort maintenant, mais tu sais pas quand est-ce qu'elle a été tournée. En fait, c'est le seul truc, tu vois, c'est ce que j'ai répondu sur Twitter à quelqu'un, parce que j'ai dit si ça s'avère vrai, j'ai mis sur Twitter, je sais pas si t'as lu, j'ai dit si ça s'avère vrai, en 2026, je rajoute un onglet pour les awards de la communication la plus Attends, claquée au sol. en tout cas, vu le niveau d'Aspinal sur la communication, à tout contredire, etc., il a rien contredit là de cette vidéo. Visiblement, c'est son monteur qui a fait la bourde et qui a balancé toute la Oui, vidéo en entier. Il n'y a pas eu de réaction du côté d'Aspinal. Il aurait pu contredire. Si c'était vraiment une vidéo qui date, il l'aurait dit tout de suite. Ou alors il jongle à l'aveugle, il fait du ouais, peut-être. cécifoot. Et là, il y a peut-être une reconversion possible. Ah ouais. Ah mon dieu, mon dieu. Il a dit, je vois 3 ballons, je prends celui du milieu, de toute façon. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué cette histoire, parce que, en fait, je jette la pierre à personne. Je comprends qu'il y en ait qui veulent prendre fait et cause pour Thomas Spinal, sans parler de sa communication, juste pour le truc. À 100%, je comprends ceux qui vont le critiquer à 100%. Je pense que il faut pas trop croire en l'humain non plus. Mais dans tous les cas, c'est-à-dire que dire que l'humain est foncièrement mauvais, enfin tu sais, genre à vouloir entourlouper le monde, et dans l'autre sens que l'homme est foncièrement tu vois, moral, et que derrière il peut pas essayer de, il peut pas s'enfermer dans un mensonge. En fait, on sait pas psychologiquement comment il réagit. Il y a que lui qui sait de toute façon. Donc même les journalistes qui le suivent, tout ça, il montre ce qu'il veut aux journalistes. Donc écoute, tout ce que je sais, c'est que je ne remets pas en question ce qu'a dit le docteur Saad. Mais il y a même pas que lui en fait. Et Il y sur a le même fait que il y a plusieurs médecins qui potentiellement, ont communiqué sur ça en disant que cette opération n'avait pas de sens avec ce qu'il c'est ça. décrivait. C'est ça. Donc, en se basant sur la seule photo qui a été publiée. Donc, effectivement, ça n'a pas de sens. Est-ce qu'il y a eu d'autres opérations? On ne sait pas. Est-ce qu'il voit très bien? Est-ce qu'il n'arrive pas à jouer avec ses enfants? Et parce qu'il dit que ça n'impacte même dans sa vie de famille, parce que c'est sa femme qui doit gérer un maximum de choses par rapport à d'habitude, tu vois, que lui il peut pas, que ne peut plus gérer, parce qu'en fait il peut pas aller ramener son gosse, aller comment dire, à l'école, ou aller le chercher parce qu'il peut pas conduire, ce genre de choses. Écoute, je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. C'est pour ça que je vais pas dire, enfin, et toi non plus, je pense que t'es sur la même ligne. Est-ce qu'il y a du vrai ou pas?
Une chose est sûre, c'est que, encore une fois, dans le choix de la communication, le fait d'avoir choisi de partager cette photo de cette opération-là, qui finalement ne concerne pas son plus gros problème, qui est la vision double, en fait, de pouvoir suivre les mouvements, ce genre de choses. C'est vraiment la maladie de Brand, là, qui lui pose problème, le fait qu'il ait pas l'œil qui bouge, tu sais, qu'il a un blocage de l'œil et tout ça. Finalement, le fait d'avoir partagé encore une fois une photo qui tape à côté, et en plus cette vidéo que tu peux supprimer des réseaux, enfin tu vois, comme tu dis, tu peux faire une communication, tu peux dire, tu sais, t'as des rushs, tout ce que tu prends, regardez vos photos, regardez vos vidéos, elles sont datées de toute façon. Donc c'est facile de prouver que la vidéo elle date pas de maintenant et qu'elle datait d'avant, tu vois. C'est pas fait. En fait, encore une fois, tout ça. Alors, soit c'est de la communication de merde, soit il se fout de la gueule du monde ouvertement, et notamment je vais de finir l'UFC. par croire ça, moi. Franchement, honnêtement, en fait, c'est beaucoup trop gros pour que ça soit pas volontaire. Moi, je pense qu'il se fout de la gueule ouvertement de l'UFC, qu'il cherche justement à être licencié, qu'il a atteint son but de prendre la ceinture, que de toute façon, il sentait que contre Cyril, c'était chaud, parce que c'est le cas, c'était chaud. En tout cas, c'était pas aussi facile que ça aurait dû l'être, je pense, dans sa tête, tu vois. Donc là, il se dit maintenant que je suis champion, autant que je parte avec cette ceinture, parce que même si on lui retire dans la tête des gens, il y aura toujours c'est le champion. Et aller faire du bif en anglaise. Parce que c'est le but. Hein. Bah écoute, c'est ce que je pense aussi, parce que vraiment, je te dis, c'est cette petite déclat où il parle de laisser la ceinture. En fait, il y a deux choses. Il y a cette petite déclat où il dit, ok, je laisse ma ceinture, mais dans ce cas-là, vous me libérez de mon contrat. Et puis il y a une deuxième chose aussi qui me vient en tête, c'est qu'il a vu à quel point aussi médiatiquement c'était intéressant quand il s'est blessé contre Blades et qu'il est revenu donc de sa blessure où tout le monde disait peut-être qu'il reviendra pas, problème de genou, machin et tout ça, et que finalement il est revenu sur une victoire et que derrière il a commencé son nouveau run jusqu'à devenir champion et que tout le monde a loué cette faculté de revenir des enfers. Est-ce que là, il serait pas en train de nous faire aussi un truc de je ne peux pas recombattre, j'ai mon œil ceci, je vois pas, quand je veux me gratter le nez, je me gratte la bouche, enfin tout, tu vois ce que je veux dire? Et puis derrière, il va revenir, et derrière, il va revenir, en fait, parce qu'il y a pas grand chose. Et s'il gagne contre Cyril Gane ou autre, en attendant, eh ben, c'est le comeback du siècle. Tu te rends pas compte, le mec, il était presque aveugle. Ouais. Il est passé d'un enfant à 4 enfants. Non, moi, l'immaculée conception oculaire. Je pense pas que c'est une stratégie de communication par rapport à ça. Je pense pas. Non, je te dis, pour moi, il a fait soigner. Il avait un problème aux yeux, ça c'est vrai. De toute façon, il peut pas mentir sur ça, puisque je te fais pas opérer si t'as rien. Je pense pas qu'un chirurgien normalement constitué t'opère si t'as rien. Donc, il avait un problème qu'il a réglé. Et il sera apte à combattre. Je suis quasi sûr qu'il sera apte à combattre d'ici peu de temps même. Ce qu'il veut, c'est être libéré. Il veut être libéré. Il porte des lunettes, de toute façon, Spinal, je crois, il en portera plus maintenant. Oui, c'est ça. C'est un peu comme ce qu'a fait Oliveira. Comme a fait Justin Gaethje, etc. Gaethje, bah oui. Tu vois. Donc, écoute, possible. En tout cas, voilà. Une chose est sûre, c'est que quoi qu'il arrive, même si tu veux le soutenir, même les gens qui le soutiennent quand même et qui lui accordent le bénéfice du doute, sont agacés par ce type-là. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont agacés de plus en plus par ce type-là, parce qu'en fait, ça n'a pas lieu d'être, quoi. Ça n'a pas lieu d'être. Sa communication, elle est claquée au sol, et franchement, t'aurais pu tellement mieux mener ta barre, même si t'es pas stable dessus. Comme d'un point de vue communication c'est ouf parce que pour faire de ça, ressortir vainqueur de ça. Moi, j'étais vraiment dans le train à Spinal, hein. Surtout toute son ascension, etc. Jusqu'au combat contre Gann, et je voyais même favori, moi. De toute façon, on avait fait l'analyse. Toi, tu voyais Gann et moi, je voyais Aspinall favori. Mais sur la communication qui suit, il m'a complètement perdu. C'est fini. Je veux même plus entendre parler d'Aspinall. Bah, on est d'accord. Sauf s'il fait une reconversion dans le football. Ouais, voilà. Pourquoi pas.
Ah là là, bah écoute. En tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, on a pas donné pas mal de théories. Dites-nous si vous êtes d'accord avec ces théories ou pas. Mais bon, écoute, l'avenir nous le dira. Mais j'espère juste que par contre, ça y est, ils vont pas bloquer la KT pendant 1000 ans Non. là-dessus et que ok, vas-y, passons à autre chose. Même si c'est de l'intérimaire, même si j'espère que ça sera pas de l'intérimaire parce que bon, ça y est, c'est bon. Il y a un moment, faut qu'il y ait un vrai champion actif dans cette Ils vont KT. pas bloquer la KT. Et Ils vont pas bloquer la KT justement voilà, parce que Aspinall c'est pas John Jones. Il a pas ce statut-là et qu'en plus Dana White nous a montré que maintenant il y a plus de temps à perdre. Tu vois, dès qu'un champion a un problème, la ceinture est saute. c'est ça. On enchaîne avec Ilya versus Geji en mini-event de la White House. Enfin, c'est pas officiel, hein, mais c'est ce qui se dessinerait. Alors, je suis désolé, je n'ai pas retrouvé la déclaration qui parlait de ça. J'ai cherché, mais j'ai pas retrouvé. Et on ajoute à ça Makhachev qui devrait affronter un vrai welter. Donc il faut qu'il trouve un welter maintenant. Walter White. Combat facile. Combat facile. Oh putain, combat facile. Ah, surtout post-cancer. Et donc voilà, ça serait un peu ce qui se dessinerait pour cet événement. Alors, en sachant qu'il y a toutes les possibilités qui sont annoncées en ce moment. C'est vraiment la foire à la saucisse. On a Ilya qui est donc officiellement de retour à l'entraînement. On l'a vu, ça y est, ses problèmes judiciaires avec sa femme, c'est réglé. Geji qui veut absolument combattre à la Maison Blanche, que ce soit avec Ilya Topuria ou avec quelqu'un d'autre. Il veut combattre et défendre sa ceinture à la Maison Blanche. On a Islam Makhachev qui se dit ouvert à Ilya Topuria. On a Ali Abdelaziz qui nous dit que le futur adversaire d'Islam sera un vrai Walter. Contrairement à ce que disait Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev souhaite combattre à la White House pour sa legacy. Il dit qu'il a assez d'argent pour que sa famille soit à l'abri et maintenant il veut aller à la Maison Blanche parce que ça se fera qu'une seule fois et il veut être de la partie. Ouais, c'est écoute, que dire là-dessus. Pour moi, l'idéal, c'est de faire effectivement un Ilya Topuria versus Geji en main event. C'est de faire un Islam Makhachev en Walter en co-main event avec un vrai Walter. Bah, comme demande. Alors ça après, parle. quel Il y ce a sera deux noms qui sortent quand même de plus en plus. Hein. Il y a Kamaru Usman parce que lui le demande. Tu vois, lui le demande et depuis un moment sur le truc que je suis arrivé. Et de l'autre côté, il y a Yann Gary. Et de l'autre côté, il y a Yann Gary. On va en parler juste après, d'ailleurs. Mais pour le coup, voilà, le fait que les deux, avec l'espoir que les deux remportent leur fight, derrière, bah tu peux faire un face à face et annoncer l'affrontement prochain, tu vois. Peu importe où. Mais tu vois, ça, c'est comme ça, chacun a défendu sa ceinture dans sa KT. Chacun est légitime dans cette KT. Il y en a un qui la récupère, déjà, parce qu'il a besoin de la récupérer. Parce que c'est pas tout, mais il y a le titre intérimaire, mais il faut qu'il soit de nouveau le roi incontesté de la KT des légers. Et l'autre qui doit justifier du fait que avec sa première défense, il est vraiment légitime à la ceinture. Donc et derrière, tu peux leur faire un face à face. J'aime bien moi cette idée comme ça. Ouais, ça colle. Maintenant, est-ce que je sais plus dans quel épisode on parlait de je sais plus quelle déclaration qui disait que il y aurait pas de Russes, de russophones sur la carte de la Maison Blanche. Mm-hmm. Est-ce que tu vois vraiment Makhachev sur la carte de la Maison Blanche? Moi, j'y crois. Est-ce que tu vois vraiment Makhachev changer de nationalité pour... Non, ça c'est sûr que non. Mais moi, je le vois pas forcément sur la carte de la Maison Blanche. Non. Moi, je trouverais ça dommage de se priver du star power de Makhachev pour un événement comme ça. Ah, mais ça, on est complètement d'accord. Ça, on est complètement d'accord. Tu sais, encore une fois, c'est Donald Trump qui va gérer tout ça. C'est lui qui va dire si oui ou non il accepte tel ou tel profil aussi. Je pense qu'il n'y a pas un nom qui va passer sans que lui soit d'accord. Oui. Le truc, c'est que Donald Trump, sa relation avec la Russie, elle est ambiguë. Parce que il y a l'histoire, enfin la plupart du temps, il a même été plus enclin à prendre le parti de Poutine
qu'à prendre le parti de Zelensky, par exemple, dans le conflit russo-ukrainien. Il l'a invité à faire partie de son conseil de la paix. Non, mais sur ça, on est d'accord. Mais le truc, c'est que... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi enfin, tu vois, il y a pas de conflit ou ni froid ni chaud entre les deux, visiblement. Donc, pourquoi ne pas mettre de Russes sur cette carte? Parce que si c'est juste pour le spectacle, j'ai envie de te dire, avec un Islam Makhachev, t'as pas quelqu'un qui lutte et qui bloque pendant 5 ans. Non, mais sur ça, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec tout ce que t'as dit. Mais c'est la déclaration de... C'est qui avait fait cette déclaration? Il y a un combattant qui a fait cette déclaration. C'était Merab. C'était Merab, ouais. Ouais. Bon, après, ça vaut ce que ça vaut. Bah oui. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être dit ouais. Écoute frérot, il y aura pas de Russes. Et puis derrière, bon bah écoute, on fait une exception. Ouais. De toute façon, il est pas russe, il est daguestanais de toute façon. Bah non, la question c'est pourquoi ce serait pas eux le main event? De qui tu parles de qui? Dans la logique, dans la logique, c'est le poids qui fait que. Ouais, cette logique, on a vu avec le temps qu'elle avait plus vraiment de valeur. C'est le poids de la notoriété qui fait que Ilia Topuria est une plus grande star. Ça se vaut, hein. Ça se vaut. Ça se vaut, mais je pense que l'UFC préfère les profils comme Ilia Topuria, qui s'apparentent plus à un profil Conor qu'un profil d'Islam. Ouais. Ça, pareil, c'est pas grand chose. Mais je pense qu'il est légèrement. Après, peut-être aussi qu'ils misent sur le fait que ils estiment qu'il va mettre un énorme KO à Geji. Donc en main event, ça sonne bien. En fait, le truc, c'est qu'après, il y a un calcul qui est fait. C'est-à-dire que dans un cas, tu as la presque certitude d'avoir un KO. Dans l'autre cas, tu as quand même une défense contre un, admettons, Yann Gary ou même Kamaru Usman, où tu te dis ça peut être un combat qui va aller à la décision. Tu vois, avec des adversaires qui sont très stratégiques et un peu plus laborieux. Et sans avoir cette certitude d'aller gagner en plus à cette décision, tu vois. On sait jamais. Là, il a battu JDM avec la manière. Maintenant, Kamaru Usman, par exemple, peut être un bourbier. Yann Gary, il a prouvé qu'il pouvait être un bourbier aussi. Donc, c'est moins sûr. Ouais, c'est vrai. Donc, en tout cas, ouais, pour moi, ça serait l'idéal de finaliser une carte avec ces deux combats-là et derrière d'avoir cette possibilité de suite entre les deux, d'affrontement entre les deux, parce que en soi, dans l'idéal, enfin pas dans l'idéal, mais je veux dire dans l'UFC est gagnant sur tous les aspects. Si les deux gagnent, ils peuvent s'affronter. Admettons, Ilia Topuria peut grimper, monter d'une KT pour affronter Islam Makhachev. Pourquoi pas? Si Islam perd et que Topuria gagne, il peut très bien redescendre d'une KT, même si j'ai du mal à y croire, mais essayer de dire bon bah écoute, c'est pas passé comme je le voulais dans cette KT, je vais redescendre et je vais reprendre mon titre en léger. Et dans ce cas-là, ils refont l'affrontement dans la KT du dessous. Tu vois? Et si Topuria perd, bon bah là il y a plus là c'est perdu pour l'UFC. Ça c'est dommage. Ouais. Ouais, non mais il y a de quoi faire en tout cas. Maintenant, de toute façon, les cartes sont bouclées. Hein. Donc, Dana, il a dit que les cartes étaient bouclées. C'est vraiment là, c'est une question de jours ou de semaines. Ça va être proche avant qu'il commence à annoncer des combats. Ouais, je suis d'accord. Et Yann Gary, lui, dit qu'il prépare un combat contre Makhachev. T'as raison, ce que tu disais tout à l'heure. Et c'est vrai, il dit, je vais venir en Géorgie parce que, et il est là d'ailleurs. Il est en Géorgie. Parce que la Géorgie a une lutte phénoménale, un judo phénoménal et un sambo phénoménal. Et quand on essaye de se préparer pour quelqu'un comme Islam Makhachev, on va avoir besoin de ça. Alors, la Géorgie, je vous lance un appel, je vais avoir besoin de votre aide. Tous les lutteurs gauchers, tous ceux qui pensent pouvoir être comme Islam Makhachev, on doit trouver un endroit, je ferai appel à votre aide. Donc lui a annoncé ça. Ali Abdelaziz, lui, dit qu'il ne veut pas de Ziad Gary,
tout simplement parce qu'il a perdu contre Shavkat et que c'est pas l'adversaire qu'il aimerait avoir. Il préfère que ça soit Kamaru Usman, pour plusieurs raisons, aussi parce qu'il manage les deux, donc il est doublement gagnant. Mais en tout cas, voilà, c'est le combat qu'il souhaiterait par rapport à Ian Gary, c'est ce combat-là. Parce que aussi, ils expliquent, tout le monde nous dit, et ça je le dis, et moi aussi j'en suis certain, Kamaru Usman est un profil qui peut vraiment faire chier Islam Makhachev. De toute façon, on le dit depuis le début. Hein. Moi, Kamaru Usman, je le vois pas fini. Hein. Je trouve qu'il revient bien. Il est encore là. Et stylistiquement, c'est un bourbier. Maintenant, Ian Gary aussi, c'est un bourbier. Franchement, Ian Gary, il est très très fort. Et en plus, il arrête pas de progresser. Ah, Ian Gary contre Makhachev, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Je pense qu'on le verra, alors, mais pas tout de suite. Les deux combats m'intéressent. Je pense qu'on le verra plus tard. Je pense que Kamaru va prendre le fight. Et c'est ce qu'on dit depuis un moment. Je pense que c'est vraiment Kamaru qui va prendre le fight. Ian Gary, je pense qu'il sait que c'est pas le prochain. Mais en anticipation, tu vois, il commence une prépa pour le profil de Makhachev. Je pense qu'il a conscience qu'il l'affrontera à un moment. Et il préfère être prêt. Maintenant, le fait qu'il aille en Géorgie, ça veut rien dire finalement parce que c'est un vagabond, Ian Gary. Tu vois, il a passé beaucoup de temps au Brésil, il s'entraîne là, il s'entraîne là, il s'entraîne là. Là, il est sur sa phase Géorgie, bah voilà. Ah, c'est par contre, s'il parle russe quand il va revenir, s'il parle géorgien, tu sais. Parce que vu qu'il parle que portugais maintenant, Ian Gary Machado. Donc, ça se trouve, il va revenir de Géorgie, il va être là, il va encore changer de langue, va savoir. Ouais, sa femme ne parle pas russe, donc c'est compliqué. Ouais, mais il a l'air d'avoir des facultés pour les langues, donc pourquoi pas. Non, mais c'est vrai que il peut partir en prévision d'eux, et puis de toute façon c'est toujours bénéfique, tu sais, d'y aller et de peaufiner ses armes, hein, puisqu'il a peaufiné son sol. C'est ça, en fait. Maintenant s'il peaufine sa lutte, il est pas mal, hein. Et je trouve ça intelligent en plus. Ouais, c'est intelligent d'un point de vue parce que ça veut dire que tu te mets quand même comme un futur prétendant. Même si c'est pas toi tout de suite, et c'est intelligent d'un point de vue tactique, effectivement, dans ta progression. Donc, et je suis d'accord avec toi, les deux combats m'intéressent, mais quand même on va dire que je pense que la V2 de Kamaru Usman, c'est-à-dire la version avec la boxe anglaise et tout ça, fera un combat plus animé, plus visuellement plus sympathique que Ian Gary. Le combat contre Ian Gary, ça sera de la distance, ça sera du kick, ça sera du side au genou, ça sera un combat où vraiment il va imposer une grande distance, en tout cas s'il y arrive, hein. S'il y arrive pas et que Makhachev lui met la main dessus, là ça sera intéressant. Par contre, si c'est Gary qui prend la main sur le combat, ça va être laborieux. Mais c'est pareil de l'autre côté. C'est pareil de l'autre côté parce que si Makhachev arrive à imposer sa lutte, il y a plus de fight en fait. Ouais, mais nous, ça nous fait kiffer. Parce qu'il va l'amener au sol, il va lui rouler dessus au sol, il va nous faire comme avec JDM, et puis pour le coup, on va prendre du plaisir à le voir et à voir comment il va s'occuper du cas Ian Gary et de son gabarit. Non, je te parle de Ousmane. Parce que c'est un sacré morceau. Ousmane. Ah, d'accord. Je te parle de s'il arrive, c'est encore pire, en fait. Il y a même plus match parce que je pense que Ousmane de haut sol, c'est moins fort que Ian Gary. Ouais, alors, mais justement, tu vois, alors ça, je paye pour voir. Parce que c'est ça qui m'intéresse, justement. Kamaru Usman, dos au sol, dominé de la tête et des épaules, parce que c'est pas Chimaev. Hein. Chimaev, il a cette faculté à te plonger de loin, à imposer une dimension physique énorme. Je pense que la dimension physique de Chimaev, elle est plus importante que celle de largement. Largement. Donc c'est pour ça que c'est en fait c'est ça moi que je veux savoir. Qui va imposer sa lutte? Est-ce qu'il est en capacité? Ah mais oui. Sa lutte et sa boxe. C'est ça qui est intéressant dans ce combat, c'est vrai. Mais oui, c'est pour ça que moi je mets mon billet sur ce fight. Je veux ce fight plus que celui contre Ian Gary. Non, je suis d'accord. Bon, si je dois choisir un combat, c'est celui-là. Donc à voir. J'ai hâte d'avoir ces réponses. L'autre réponse que j'ai hâte d'avoir aussi, c'est est-ce que Conor aussi sera sur cette carte, parce que là il nous dit qu'il a l'adversaire, qu'il a la date et qu'il attend juste qu'on lui envoie le contrat. Donc ma curiosité, c'est de savoir quelle date, fortement la White House, mais surtout quel adversaire. Je veux savoir en fait quelle crédibilité l'UFC donne à son retour. Est-ce que c'est juste histoire de finir ses fights au contrat
et il lui donne un adversaire, voilà, ou est-ce qu'il lui donne un adversaire compétitif et qui parie sur le fait qu'il puisse revenir, parce que il y a quand même des vidéos qui sont sorties de lui là récemment, notamment où il combat contre un mec invaincu du PFL là qui fait 12 m 15, qui met à mal. On le voit tourner en grappling, on le voit tourner et on voit Conor reste Conor quand même. Ça reste quand même un combattant qui a toujours des aptitudes dans ce qu'on voit. Alors c'est l'entraînement, on est d'accord, faut mettre des guillemets sur ces vidéos. On montre toujours ce qu'on veut montrer. Mais en tout cas, tu vois pas un vieux Conor qui a du mal à se déplacer. Tu vois, qui a du mal à bouger. Non, On non, voit un ça c'était Conor sûr de toute façon. non mais voilà, mais qui est comme dans ses derniers fights. Enfin, tu vois, il est là. Ça m'intéresse. Bon, Ce con, il m'a remis pas dans un train, mais ça m'intéresse juste une petite curiosité, tu vois. C'est juste de la curiosité. alors, moi, ça m'intéresse toujours pas. Non, mais Sauf quand je le verrai dans la cage, là, oui, évidemment que je vais regarder. Mais pour l'instant, pour moi, c'est que des paroles depuis 3 ans, 4 ans. C'est bon. Ah, des paroles à lui et des paroles d'autres aussi qui le voient faire et qui voient qu'il est revenu sur de bons rails. On va voir. Moi, je sais que je te l'ai pas dit, mais je lui ai envoyé un petit SMS, un petit WhatsApp pour lui dire qu'il avait une grosse mission. C'est pas la ceinture de l'UFC, c'est de te remettre dans un train. Au bas mot, si c'est pas dans un train, dans une voiture, dans une petite Smart. Il m'a dit francheur. Francheur, ouais, ok. Bon, bah s'il a dit ça, c'est bon. il est parti. Il va nous faire un statement, tu vas voir. On va voir. En tout cas, on va laisser ça à l'état de rumeur pour l'instant. Il y a une autre rumeur qui continue de durer, tu vois, qui est là, qui s'immisce, qui va, qui vient. Elle va avec la marée, cette rumeur. C'est le combat de Gane contre Pereira. Avec un Pereira qui publie toujours le même chose. De toute façon, je crois qu'il fait un copier-coller. Ouais, grave. 1, 2, 3, go. Alors, soit vraiment, c'est qu'il a un truc à faire à chaque fois et qu'il veut prévenir la planète entière qu'il a une course à faire. Allez, 1, 2, 3, go, j'y vais. Parce que s'il le fait pas, il y va pas. S'il a pas cette motivation, il y va pas. Il a la tourette. Mais sans insulte. 1, 2, 3. Ouais. Mais de toute façon, ça peut dire que ça. Ça peut dire que ça. Ça peut dire qu'une 3e ceinture en poids lourd. 3 catégories. Bah. Soit c'est ça, soit c'est qu'il est devenu algérien et one couple, il va à l'Algérie, il y va et puis il envoie ça tous les 2 jours. Mais donc ça voudrait dire contre Cyril Gane, logiquement, de toute façon, puisque le champion est inactif, est blessé. Ça fait 6 mois qu'on le dit. Depuis la blessure d'Aspinal, on en parle. On sentait le truc arriver. C'était le combat rêvé pour l'UFC. Pour relancer la KT des lourds, c'est le combat rêvé pour l'UFC. T'as un duel de strikers d'élite. Ça arrivé quand la dernière fois à l'UFC? Il y a bien longtemps qu'il n'y a pas eu ça, tu vois. Un duel de strikers d'élite? Ce qu'il faudrait voir, c'est Ngannou Gane. C'était le dernier combat où vraiment debout, ça pouvait faire des étincelles. Ouais, et il a pas pu, il était blessé, donc il l'a lutté. Gane, c'est pas un striker d'élite. Bah, la dernière fois qu'on a vu ça, surtout, c'était Pereira. Ngannou, c'est pas un striker d'élite. Non, t'as dit Gane, c'est pas un striker d'élite. Oui, pardon, Ngannou, c'est pas un striker d'élite, oui. Non, c'est Pereira Adesanya. C'est ça, le dernier duel de striker d'élite. Je te parle en poids lourd, est-ce qu'on a déjà vu ça? Ah, en poids lourd, il faudrait savoir, tu sais, par exemple, un Mark Hunt, est-ce qu'il a pas affronté un striker de mémoire comme ça dans sa carrière? À l'UFC? Parce que soit Mark Hunt, soit un Overeem, soit... je crois qu'il y a eu en plus Mark Hunt contre Overeem, mais pas à l'UFC. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça que je voulais. C'était à l'UFC, tu vois. J'ai pas. On va faire appel à la mémoire de nos auditeurs de toute façon, s'il y en a. Mais en tout cas, comme striker d'élite chez les lourds, je verrais déjà ces deux profils-là. Crocop Hunt, il y a eu, mais Pride. Ouais. Oui, savoir s'il y en a eu un à l'UFC.
Donc ouais, tu vois, enfin, en termes de niveau de striking, là on a quand même ce qui se fait de mieux. Donc, c'est tout bénef pour l'UFC. Parce que la KT des lourdes, elle est morte. Elle est morte de chez morte. Donc pour la relancer, Mm. franchement, là tu t'assures un combat avec en plus des athlètes. Tu vois, pas des mecs qui seront morts au bout d'un round à s'envoyer des pralines parce qu'ils ont pas de conditions. Là tu sais que C'est c'est des ça. mecs qui vont pouvoir tenir 5 rounds en mettant du rythme, en étant dangereux jusqu'à la fin. C'est le combat rêvé. Ouais, je suis d'accord. Mais d'ailleurs, on a vu, il y a une affiche qui est sortie, qui a fait le tour du net. Et on voit tu sais, le taux de clic, hein, de toute façon, sur cette affiche. Tout le monde en a parlé tout de suite, sur les podcasts, partout. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Et l'UFC, ils savent, hein, ils voient ça. Donc, ils savent que c'est un combat qui intéresse. Bah ouais, parce que en plus, si tu pars du principe que une de leurs plus grandes stars, c'est Pereira, là, tu lui fais un pont d'or. En tout cas, pour moi, tu lui mets le seul chemin possible potentiel de prise de ceinture. Parce que stylistiquement, c'est ce qui colle le mieux. C'est là où il a le plus de chance. Même si je le mets pas du tout favori. Et de toute façon, si c'est annoncé, on fera l'analyse. Mais un Mhm. profil comme Gann, c'est celui où il a le plus de chances d'avoir un chemin de victoire, Pereira. Et c'est ce que je disais en commentaire sur Mandal, là, en live lundi. Moi, je suis même pas sûr que Gann, il fasse que striker. Aujourd'hui, avec le travail qu'il a fourni en lutte et au sol, je suis sûr qu'il l'amène. Je suis sûr qu'il l'amène au sol. Il va faire du MMA complet. Ça sera pas il va pas rester debout avec lui. Sauf s'il a à cœur de montrer qu'il est le meilleur striker. Mais moi, je serais persuadé qu'il aurait à cœur de montrer que c'est devenu un combattant de MMA complet. Et ça serait très intelligent de sa part. Et on sait qu'il est intelligent. Gann. Ouais, oui. Non, c'est possible. Non, j'ai envie de te dire quand même, tu roustes Pereira debout. Pour l'UFC, ça veut dire quelque chose, hein. C'est Tu vois, sûr. il y a C'est des sûr. risques à prendre à certains moments. Ça, je pense que ça en fait partie. Parce Ouais, que moi, je pour pense moi, il qu'il a a largement le niveau largement le pour. niveau et le style en plus Ah, bah pour oui. bouger Pereira debout, même plus que le bouger. Moi, je pense qu'il peut Le finir, hein. ouais, lui Lui faire faire, très mal. lui faire mal, ouais, lui faire très mal et surtout, peut-être même l'annihiler, c'est dans sa manière de boxer. Parce que Pereira, c'est un mec quand même qui bouge, mais qui est quand même plus statique qu'un Cyril Gane. Tu Bah, vois, largement, paradoxalement, tu vois, qui est plus lourd. largement. Donc, ouais, je pense que c'est compliqué. Ça peut être vite compliqué pour lui. Ouais. Donc, à voir. Parce que les lourds qu'il affronte à l'entraînement, Pereira, c'est pas le style. De toute façon, il y a personne à le style de En Cyril lourd, Gane ouais, non, en en striking. lourd, c'est compliqué. En tout cas dans les profils que tu as à l'UFC et même encore ailleurs. Donc faut voir. En tout cas, il y a du changement dans les KT. Il y a des basculements, il y a des principes de vase communicants, puisqu'on a aussi Paulo Costa qui lui monte en 93 kilos. Donc tu sais, on a Shimaev qui veut monter, on a Paulo Costa qui monte, on a Pereira qui veut monter aussi. Enfin tout le monde, c'est le chamboule tout dans cette histoire. On en avait parlé, il va combattre bientôt. Maintenant, il y a son coach qui a expliqué en fait les tenants et les aboutissants de cette montée. Il dit, petit zoom, Borrachinha est concentré sur son objectif de devenir champion du monde. Alors, rien que la première phrase déjà, je me suis dit, C'est pas waouh, crédible. ah ouais, les mecs ils sont là. Il veut décrocher la ceinture mondiale d'ici un an. Mais ceinture mondiale de quoi? De quelle discipline, le frérot? Paolo sacrifie tout. Il ne vit même plus chez lui. Il est mentalement prêt pour ce nouveau chapitre. Costa n'a même jamais signé. N'a même jamais signé le contrat. Il avait simplement accepté d'en discuter car l'UFC ne proposait ni d'adversaire du top 10 ni du top 5, et ce qui est tout à fait normal. Et le jour où il a dit ok, voyons ce combat, deux combattants du classement se sont vus attribuer des affrontements. Il y a du mal à le digérer et c'est un peu agacé contre l'UFC.
Puis l'UFC a tenté d'arranger les choses en nous disant écoute, si tu veux combattre à 93 kilos, on va te donner ta chance. Si tu gagnes, tu rentres dans le top 5 des deux divisions et tu pourras viser la ceinture dans l'une ou l'autre. C'est un défi qui en vaut la peine car je le crois prêt. Borachinia a retrouvé l'œil du tigre. Voilà pourquoi on monte de catégorie pour devenir champion de deux divisions et marquer l'histoire. Il m'a dit je ne veux pas juste gagner, je veux faire l'histoire. Y a rien qui va. Ah non, y a rien qui... Franchement, je sais même pas pourquoi il y a encore des news qui sortent sur ce mec. C'est une catastrophe. De toute façon, c'est pour moi la carrière de Costa elle s'arrête à sa défaite contre Adesanya où il y a son histoire du vin rouge qu'il a bu toute la nuit, etc. C'est bon, là c'est voilà, c'est fini. Franchement, tu sais, il y a des combattants comme ça où tu te dis ils prennent ton âme, ça a été le cas. Adesanya lui a pris son âme. C'est fini, terminé. Il y avait plus de Paulo Costa. Ouais. Il a Ouais, je suis jamais d'accord. réussi à remonter la pente après cette défaite. Non mais là quand tu prends dans le verbatim là dans sa discussion, le mec il veut être champion. OK. Déjà rien que ça ouais, t'es là, tu vas voir de plus en plus bas les adversaires pour espérer gagner et tu veux être champion. Deuxièmement, tu t'offusques que l'UFC te dise que bah tu vas pas être champion frérot parce qu'en fait, il y a un moment où déjà on est gentil avec toi, on te laisse des C'est dingue. opportunités et tu chies dans la colle. Donc déjà le mec il est étonné. Derrière, on lui fait une fleur, on le fait monter de KT. Ça veut dire que s'il gagne, il passe dans le top 5, ils disent de deux catégories. J'attends de voir ça quand même. Qu'est-ce qui justifierait que le fait qu'il gagne en 93 kilos le fasse monter dans la catégorie des 84? Je vois pas. Je vois pas le concept. Et si l'UFC fait ça, Franchement, franchement, il a encore des une dossiers fois, sur je sais pas qui, je sais ça, pas il fait chanter qui, comment, mais déjà depuis le temps qu'il est là, et en fait il aurait dû cut depuis longtemps, Paulo Costa. Il sera champion ni non, dans l'une ni dans non, l'autre. C'est à peine s'il est top 10 maintenant. Même pas qu'il soit top 10, Costa. ouais, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. En tout cas, on verra hein, s'il a retrouvé l'œil du tigre. Mais bon, ils lui ont mis un petit bourbier dans les pattes en plus pour sa montée. À voir. À voir ce que ça va donner. Mais franchement, honnêtement, pour l'instant, je suis pas confiant. Et puis franchement, ça fait vraiment, tu sais, quand je suis la déclaration là de son coach, ça fait vraiment l'UFC, ça sent le foutage de gueule, tu vois. Et eux, ils sont là, ils y croient. Franchement, et si vraiment c'est pas du foutage de gueule et qu'ils font ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire que s'ils gagnent, ils montent dans le top 5 des deux KT. Alors, qu'ils montent dans le top 5 des 93 parce qu'ils lui ont donné un top 5. Bon, allez, pourquoi pas? Oui, non, oui, Pourquoi pas? c'est Tu même, vois, t'as gagné ta t'as une place. certaine logique si ça se fait comme ça. Maintenant, déjà qu'il Voilà. affronte un top 5 direct, ça montre la mauvaise santé de cette KT. Ouais. Mais qui monte dans les 84 dans une KT en plus qui est chargée, tu vois. Bah, il peut monter, hein, mais il va redescendre aussi vite qu'il est monté. Parce que tout le top 5 va le Bah, rouster. c'est ça. Écoute, je sais pas. Suite au prochain épisode, on verra. Déjà, attendons son combat. Je sais plus quand est-ce qu'il combat d'ailleurs. T'as la date en Non, mais je tête? crois que c'est, C'est dans ouais, pas c'est longtemps, je bientôt, crois. là. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Paolo Costa. Non, pas Paolo Coelho, c'est pas la même. Ils sont pas sur les mêmes bails. Paolo Costa, Tapologie. Tout rejeté. Et on y est. Il combat le 11 avril contre Azamat Murzakanov. Donc, c'est le 11 avril. C'est pas tout de suite quand même. Il y a le temps de se préparer. Hmm. Bref. Tu vois, le poids, tout ça, les catégories de poids. Il y en a un qui en peut plus, c'est Crocop. Tu vois, on parlait de Crocop tout à l'heure. Il a fait une petite prise de parole sur l'hypocrisie du weight cut. Donc, il dit, c'est un sujet intéressant et je dois en parler. Soyons réalistes, aujourd'hui, la plus grande arnaque dans le MMA, c'est le weight cut. Les gens doivent en être conscients, les gens ne comprennent pas. Se retrouver dans un corps à corps, pardon, où votre poids est complètement différent, ça change tout. Entre 5 kilos plus léger ou 10 kilos plus lourd, c'est le jour et la nuit. Les règles sont absurdes et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que chaque corps est différent, ou même quand vous voyez un double champion,
vous êtes double champion de quoi? Prenez l'exemple de Conor McGregor. Il peut peser autour de 83 à 84 kilos hors compétition, tu vois, et pas 90 comme tu l'annonçais. Il a peut-être des infos qu'on n'a pas. Il a dit ça comme ça. Oui, non, mais je sais, je plaisante. Alors qu'il a été champion dans la catégorie des 66. Enfin, feu les 66 quand même. Puis il est aux portes de la mort quand il était en 66. Quand José Aldo a disputé son combat, il affichait 66 kilos à la pesée, soit le poids requis, mais le soir du combat, après la réhydratation, il pesait près de 78 kilos, alors qu'il évoluait officiellement dans une catégorie limitée à 66 kilos. On a vu qu'Aldo a réussi à placer un coup dès le premier round, direct au menton, mais cela n'a pas changé l'issue du combat. La réalité, c'est qu'ils ne sont pas dans la même catégorie de gabarit. L'un est beaucoup plus massif, plus grand, plus puissant. À ce niveau de compétition, cette différence physique compte énormément. C'est aussi le plus facile de mettre son adversaire au sol quand on arrive avec davantage de poids et de force. Il continue en disant: et pourtant, malgré cet avantage, McGregor visait encore plus haut. Après avoir remporté un titre c'est un peu long, je suis désolé, dans la catégorie des 66 kilos, il ambitionne de décrocher la ceinture chez les 70. Or, son poids naturel dépassait largement les 80 kilos. Mais je combattais autour des 78 kilos, parfois 80 en pleine forme. Si tu te sens capable, alors monte de catégorie, va chercher la ceinture chez les poids moyens, deviens triple champion, entre dans la légende, montre encore chez les mi-lourds pour prouver que tu vaux ce niveau-là. Aujourd'hui, beaucoup de combattants cherchent à connaître, c'est pas la même chose. Non, c'est même pas encore ça. Désolé. Cherche au contraire à perdre un maximum de poids pour descendre de catégorie dans la catégorie la plus basse possible et bénéficier d'un avantage physique le soir du combat. Je comprends que ce soit une question de business, personne ne les oblige à le faire autrement et le système l'autorise. D'un point de vue éthique, la question se pose. Au Japon, par exemple, on ne m'a jamais demandé de descendre artificiellement de catégorie. Quand je montais sur le ring, j'affrontais souvent des adversaires qui pesaient 15 à 20 kilos de plus que moi et cela ne me posait aucun problème. Pour moi, il n'a jamais été question de chercher un avantage en jouant sur le poids. Bon, enfin. Je suis absolument pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais de ouf, de ouf. Quelle hypocrisie, en fait. Alors, pour revenir sur Crocop, je suis un de ses plus grands fans. J'ai découvert le MMA par ce mec-là. Mais sa sortie, je la comprends pas du tout. Déjà, parler de cutting quand t'es un poids lourd, bon, toi, tu connais pas ça. Tu vois, donc, tu sors de l'équation. T'as jamais eu à cutter parce que de toute façon, t'es dans une caté où, oui, tu vas affronter des mecs plus lourds et c'est comme ça. De toute façon, il y a pas de limite après. Surtout au Pride, il y avait pas de limite. Donc, tu vas affronter des mecs plus lourds et c'est comme ça. Maintenant, dire que c'est la plus grande hypocrisie, non. Je suis pas d'accord. Je suis pas pour le cutting. On en a déjà parlé plein de fois. Mais une hypocrisie, c'est quelque chose que tu fais en soum-soum. Tout le monde fait du cutting. Tout le monde. Il y en a qui le gèrent mieux. Il y en a qui le gèrent mieux que d'autres. Il y en a qui sont mieux entourés pour le faire, etc. Mais les protocoles, tout le monde les a. Maintenant, tu as l'UFC en plus qui t'aide, le Performance Institute, etc., qui t'aide à faire tes cuttings, etc., à te réhydrater comme il faut, tout ce qu'il faut. Donc, en fait, le cutting, c'est pas une hypocrisie puisque tout le monde est au courant et tout le monde a le droit de le faire. Par contre, Monsieur Crocop, qui s'est chargé comme une mule toute sa carrière, l'hypocrisie, elle est là. L'hypocrisie, c'est le dopage. Parce que là, il y a de l'hypocrisie. Il y en a qui ont les moyens de le faire et de bien le faire, et il y en a d'autres qui n'ont pas les moyens de le faire. Et c'est ce qu'on disait la dernière fois. L'hypocrisie, elle est juste là. Mais l'hypocrisie du cutting, pour moi, c'est du foutage de gueule. Le cutting, bien le faire ou pas bien le faire, en fait, c'est la même chose que de bien s'entraîner, pas bien s'entraîner, faire une bonne prépa physique ou pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça fait partie des éléments du fight. C'est un des éléments qui t'amène au fight et qui fait partie de ta préparation. Donc, je suis d'accord avec toi. Maintenant, les cuttings extrêmes, c'est vrai que j'ai du mal avec ce concept-là parce que tu mets ta santé en danger. C'est vrai qu'il y en a qui vont beaucoup trop loin dans le cutting. C'est un risque qu'ils prennent. C'est un risque qu'ils prennent. Aujourd'hui, en plus, tu peux pas comparer le MMA d'aujourd'hui avec le MMA d'hier. En fait, c'était du sport professionnel.
Sauf que aujourd'hui, on a un vrai. Avant, c'était du professionnel amateur. Aujourd'hui, c'est professionnel professionnel. Les mecs qui de l'époque du Pride et tout, même s'ils s'entraînaient professionnellement, on va pas dire que le MMA était au même niveau que celui d'aujourd'hui dans la préparation, dans la gestion des fights, dans tout Il n'y ça. avait pas de KT de toute façon. Tu vois, c'est Il y avait pas de KT à l'époque quand oui. Crocop combattait, il y avait pas de KT. Même avant le Pride Bushido, parce que c'est là qu'en fait ils ont mis les pieds de KT. Quand c'était le Pride classique, il y avait quasiment pas de KT. Ça veut dire que tu avais des Japonais qui faisaient 78 kilos, qui affrontaient des mecs de 200 kilos. Donc évidemment que le cutting n'a aucun sens. Le but c'était d'être le plus lourd Mais c'est ça. possible, tu vois. Non mais que ça soit au Pride ou que ça soit ailleurs, c'est-à-dire que même à l'UFC, enfin tu vois les combattants, tu sais, j'entends beaucoup de podcasts qui parlent du MMA de l'époque et surtout de la catégorie des lourds de l'époque et ils disent que la catégorie des lourds de l'époque, c'est les Minotaurs, tous ces combattants là, c'était en Les fait light finalement heavyweight de des maintenant. lourds Ouais, bien légers, sûr, sur ça tu oui. vois, c'est ça. Donc c'est une réalité. Maintenant, c'est est-ce qu'on peut le déplorer? Moi personnellement, je préférais que tout le monde combatte à peu près aux alentours de son poids. Tu vois, je trouve que ça serait plus logique. Et au final, finalement, en fait, c'est au début où c'est compliqué. Tu sais, que tout le monde cut admettons à 66, 70 et tout ça, et puis revienne 15 kilos plus lourd. Allez, on va pas 15 kilos, mais on va dire, allez, un bon 8 kilos en moyenne. 8 kilos plus lourd le lendemain dans la KT. Tout le monde fait à peu près plus ou moins le même rebond. Il y a rarement des écarts de 10 kilos dans un rebond. Hein. Enfin, ça n'arrive jamais. Donc, finalement, bon, ok, pourquoi pas. Le truc, c'est que tout le monde fait ça, donc on a tous le même résultat. Si tout le monde, allez, perdait 2-3 kilos, tu vois, pour être dans le haut de la KT. Je sais pas, je dis une connerie, hein, mais tu vois, mais était vraiment dans sa vraie KT, finalement, on aurait moins de problèmes aussi. Tu vois, enfin, il y aurait une égalité dans les combattants. Si tout le monde pesait à peu près le même poids, en tout cas combattait dans sa KT, il y aurait pas foncièrement d'écart de puissance dans les KT et il y aura du spectacle et puis il y aurait toujours comment dire une certaine équité dans le fight. Le problème c'est que il y aura toujours quelqu'un qui sera tenté. Tu vois, tant qu'il y aura pas une règle de peser avant de monter dans la cage, il y aura toujours quelqu'un qui sera tenté de cutter pour arriver avec 8 kilos de plus le jour du fight. Et c'est parce que les gens ont conscience de ce problème-là que derrière il y a le cutting. C'est tout. Faut pas chercher plus loin que ça. C'est pas une hypocrisie. C'est un travers. C'est plutôt un travers inhérent au sport de combat. Et pas que le MMA. Oui. Hein. Que ce soit le judo, que ce soit la boxe, que ce soit tout ça. C'est un travers parce que l'homme essayant toujours d'être favorisé dans son affrontement, il y en aura toujours un qui, tant que tu lui mettras pas une règle, comme à la CFJJB ou l'IBJJF où tu te pèses 20 minutes avant ton fight, il y aura toujours quelqu'un qui essaiera d'optimiser Mais c'est exactement ça. sa Tu gestion vois, du c'est ça, poids. c'est de l'optimisation. Donc non, sa sortie, je la comprends pas. Pour le coup, je ne valide pas ses propos. Même si C'est un réac. on est d'accord que le cutting, on en parle souvent, hein, c'est quelque chose qui n'a pas sa place dans le sport, je trouve. Parce qu'on peut, il y a des solutions pour faire mieux et pour préserver les combattants, parce il y a des conséquences et il y a des séquelles à ça. Mais sur les termes employés, en fait, c'est juste ça, en fait. Il aurait dit le cutting, c'est dégueulasse, qui s'inflige, etc. J'aurais validé. Mais parler d'hypocrisie, non, Mhm. c'est le terme choisi qui est pas bon. Ouais, je suis d'accord. Non, il a fait son réac. Tu sais, Ouais, le c'était MMA mieux avant. c'était mieux Ouais. avant, tu vois, c'est juste ça. Donc nous on était des vrais. Tu vois, c'est un peu ça en fait sa sortie. Nous on était des vrais. Moi je combattais contre des mecs qui faisaient 40 Oui, kilos de mais plus que moi, ça me posait pas encore de une fois, problème. c'est facile d'être un vrai quand t'es en poids lourd. Parce que tu cuttes pas de toute façon. Et puis c'est facile d'être un vrai quand derrière t'as des mecs qui font peut-être 200 kilos mais qui sont pas prêts. Enfin tu vois, qui ont pas le niveau de préparation que les mecs qui sont dans la cage Hmm. aujourd'hui, tu vois. Donc bon. Bref, ouais, écoute, il fallait en parler parce que c'est un vrai sujet. Hein. De toute façon, le cutting, ça c'est vrai. Après l'histoire des doubles champions, oui, ok, je suis d'accord avec lui. C'est vrai que quand t'es double champion, bah t'es double champion. Finalement, c'est euh, c'est peut-être le seul point où je suis d'accord avec lui. Tu sais, dans le sens où quand tu cut tellement extrême comme un McGregor quand il descendait à 66
qui cutait vraiment, vraiment à l'extrême, c'est vrai que quand tu montes, finalement, la valeur de ton double champion, bah, tu vois, quand tu te retrouves à cutter encore pour faire la deuxième ceinture, parce que c'est ça le truc, c'est que si t'arrivais dans une KT, t'allais dans la KT du dessus, mais que t'arrivais comme à Desania, tu vois, quand il est monté en 93, où il est arrivé les mains dans les poches à la McDonald's, venez comme vous êtes. Je te dis ok, on a vu que ça a pas fonctionné. Par contre, quand tu montes de KT, tu dois encore cutter, c'est que t'es encore Non, finalement je suis alors pas d'accord. moins que Je suis pas d'accord. Parce que, en fait, tu dois recuter parce que, hors camp, tu reprends du poids quand tu montes de KT. C'est-à-dire que tu vises encore plus gros. Si, admettons, quand il combattait à 66, il était à 80. Quand il était à 70, il est monté à 87. Puisqu'il a pris de la masse, il a fait un travail de masse, etc. Donc c'est logique que le cutting finalement reste le même. Ce que n'a pas fait Adesanya et on a vu le résultat. Parce que je suis désolé, hein, non mais on a vu le résultat, quand mais bien tu sûr. vois un mec comme Aldo, parce qu'il parle du combat Aldo-Connor, Aldo n'est pas dans un meilleur état sur la pesée. Hein. Il est dans un état laborieux. C'est très difficile les cuttings pour Aldo. Ah oui, non mais il le Donc dit, hein. Il le dit il qu'il aurait fait pu aussi, ça veut dire, il fait 12 kilos de plus le ouais, lendemain tu quoi. vois. Donc finalement, il aurait pu monter en léger aussi Aldo. Il l'a pas fait. Il n'a pas réussi à le faire. Il a même pas voulu le faire. Oui, il a pas voulu le faire. Est-ce qu'il aurait pas pu le faire? On ne sait pas, mais en tout cas, il a pas voulu le faire. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que tiens, je vais te prendre un autre exemple. Je sais pas moi, Holloway là, qui est monté de KT. Tu vois, tu sens que la KT finalement où il est le plus à l'aise, c'est la KT des 70. Tu vois, oui, quand je dis plus à l'aise, c'est-à-dire qu'il doit cutter encore pour être en 70, mais il a récupéré plus de puissance encore, tu vois, dans sa manière de frapper. Et c'est pas un déficit de monter en 70, au contraire, il est bien dans la KT des 70. Mais ça va aussi Donc de la s'il même prend, manière que Topuria, tu vois, dans le sens où il y a aussi l'âge à prendre en compte et le fait que il y a un moment de toute façon, tu es obligé de monter. oui, oui, oui. Après, c'est valable pour Holloway. Écoute, je suis d'accord. Topuria, il est encore jeune. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Lui, c'est pas l'âge qui l'a fait monter. C'est juste qu'il cutait énormément, comme un Connor. C'est juste il cutait énormément, ou comme d'autres. Hein. Mais Donc je c'est suis pas juste sûr ça. qu'il cut moins, Non, c'est ça le je truc. pense. Je suis pas sûr qu'il cut moins maintenant. Ouais, quand même. Attends, quand tu vois la tronche qui se payait en 66, revois les photos de 66. Là, tout à l'heure, justement, c'est tout à l'heure ou c'est quand? Bah, c'est qu'aussi tout à l'heure, quand j'ai fait le post, justement, j'attends mon contrat, là. Tu vois, j'ai cherché les images de Connor. Et donc, je tape Connor UFC. Ouais, j'ai revu des photos de pesée, de 66. Le mec, Non, ouais, c'est c'était c'est un une zombie brindille. en 66. Ah, mais oui, mec, t'as des anorexiques qui sont plus gros. Non, pardon, je vais la retirer celle-là. Elle peut pas être publique et je peux pas la cutter. Je cutte rien. Je Qui veut suis dire qu'ils sont plus pas, gros je que suis pas avec toi sur je. ça. Là. Non, non, mais non. Puis en plus, j'ai trop de respect pour. Enfin, pas de respect, mais enfin, tu m'as compris quoi. Je peux pas critiquer là-dessus. C'était pour faire une bonne vanne, mais c'était pas une vanne. Mais bon, en tout cas, voilà. C'est ce que je veux dire par là, c'est que le mec, il est cadavérique. Tu Mhm. vois, il a plus que la peau sur les os. Mais vraiment la peau sur les os. C'est fou. Donc tu peux pas dire qu'il cutait autant pour descendre en 70, c'est pas possible. Mais je pense que si. On a vu les pesées Je des pense deux que si. Je côtés. pense juste que en fait, plus t'es dans des catégories basses, plus le cutting est difficile parce que moins t'as de choses à perdre. Moi, j'ai un élève au club, il a 2 kilos, des fois, il a 2 kilos à cutter, mais il est déjà ultra sec et il est cadavérique quand il a perdu ses 2 kilos, tu vois. S'il serait un peu plus lourd et qu'il perdrait 2 kilos, ça se verrait moins et pourtant, ça serait le même cutting. En termes de proportion, ça serait le même cutting. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais là tu parles de 2 kilos, c'est Non, pas, oui, bah, après, il est jeune, je veux pas le faire cutter trop, tu mais vois. mais Non, 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 mais je ce sais que je bien. veux te Non, mais ce dire, que je c'est veux que dire moi, par je là, c'est pense que ce que, qu'ils perdaient avant, ils perdent la même quantité maintenant. C'est juste que comme ils sont plus lourds, mais ils le supportent mieux. Il y a plus de choses à perdre. je sais pas. Tu vois, je sais pas, Issa Marachev. Là, il pèse combien là, qui descend en 80, en 77. Il doit être dans les 80. Je sais pas, il parlait de 87 kilos, c'est ça? 87, oh, je pense qu'il est plus lourd. Aujourd'hui, mais au début, quand il disait qu'il avait du mal à perdre et tout ça, enfin qu'il a du mal à prendre plutôt, je crois il était aux alentours de 85-87 kilos, je crois, de mémoire. Je sais pas. Alors que quand il était en 70,
Je pense qu'il était un bon 84 kilos. Je le vois plus lourd. Tu le vois plus Ah lourd, oui, je même? le vois plus lourd. Non, mais aujourd'hui ou à l'époque Non, des à l'époque des 70? 70, hors combat, il était énorme, Islam, déjà. Ouais. Donc, tu vois, je pense pas qu'il y ait une grosse différence. Il a galéré à prendre 2-3 kilos, tu vois. Il a pris 2-3 kilos dans une KT où il y a 7 kilos d'écart. Non, c'est pas possible d'avoir autant à perdre. Il y a une limite au bout d'un moment. Comment ça d'avoir autant à perdre? Non, parce que Autant à perdre quand t'es en 70 que quand t'es en 77, par tout exemple. n'est pas dans le cutting, hein. Il y a la diète après. Oui, non, mais je sais bien, mais même. Bon, bref, on va pas passer 1000 ans là-dessus. Mais en tout cas, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que, en tout cas, quand tu pars de très très haut, c'est plus facile d'aller, enfin, tu sais, quand tu fais vraiment un cutting extrême, extrême, extrême pour descendre le plus bas possible, c'est plus facile, limite. Après, il y a la technique, il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, hein. Mais à niveau équivalent, c'est plus facile d'aller chercher une double ceinture. C'est le seul point où je peux être un peu d'accord avec lui, que quand tu es déjà limite dans la KT. Tu vois que Oui, tu non, descends dans ta oui, KT oui, naturelle, tu vois ce que je veux dire. oui. Moi, c'est ça que je veux Dans dire, ce sens, je le c'est comprends, là-dedans. mais en fait, en disant ça, là où je suis pas d'accord avec lui, c'est que tu retires de la valeur au fait de prendre deux ceintures, alors que ça reste monstrueux. Peu importe tu Ah oui, vois. oui, non, mais on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Bref, tu parlais de dopage? Ah, on va parler de Gordon Ryan. C'est le prochain actu. Gordon Ryan qui donne la solution pour battre les Dagestanais et plus particulièrement Ramzat Chimaev. Il parlait de Ramzat Chimaev. Alors c'est marrant parce que il avait expliqué à quel point il l'avait encensé, tu sais, quand il avait dominé Dricus du Plessis en se mettant contre les gens qui étaient contre la performance de Ramzat Chimaev, qu'ils avaient trouvé cette performance ennuyeuse en parlant du chest to chest, chest to back. Donc le poitrine contre poitrine, poitrine contre dos, et pas la vanne que j'ai fait avec Julien, les échecs, le dos des échecs. Donc il avait expliqué ça. Là il est revenu donc sur la manière dont on peut battre les personnes qui ont ce type de jeu. Il dit leur technique consiste à placer leurs mains bien haut derrière vos bras, donc en body lock, et à vous immobiliser par derrière au niveau de la poitrine et à vous ramener les mains au sol. Alors chaque fois que vous essayez de vous relever, vos mains touchent le sol et vous portez leur poids. Ils peuvent donc vous frapper, mais vous ne pouvez pas les toucher en retour. La combinaison de Hasting, alors je sais même pas comment ça se prononce, Hasting, et une série de Granby, tu sais les Granby rolls, pour se relever et s'échapper, est la meilleure combinaison. Pour ajouter, puis y ajouter des soumissions comme des leg locks à partir du Granby roll, tu vois. Utiliser une combinaison de Hasting, de soumission et de roulade est la meilleure façon de combattre les adversaires. Là-dessus, il y a Ramzat Chimaev qui a répondu tout de suite, hein. Il a dit comme quoi c'était du bullshit. Bon, et pas étonnant, de toute façon, de sa part. Moi, je suis assez d'accord, hein. Sur quoi, de qui? En fait, ça commence à me fatiguer. Tous les grappleurs qui ont des solutions miracles pour battre des mecs en MMA, alors qu'ils ont jamais pris un coup de coude dans la tête. Ouais, ils ont tous la solution miracle. Mais en fait, déjà, les mecs que vous coachez, ils ont pas votre niveau en sol pur. Et puis en plus, c'est pas du C'est sol ça. pur. Va faire ton grand b-roll quand t'auras pris un coup de coude derrière la nuque. On va rire. Non, non, ok. Alors le grand b-roll, tu peux le faire, c'est pas le problème. Moi je dirais plutôt, je vais dans l'extension, va mettre ta clé de jambe quand tu vas prendre des marteaux. Tu sais, et on l'a vu avec Gary Todon, Je sais pas là, qui ouais. s'était fait On a mettre vu que KO en s'enroulant les dans les leg jambes. locks, c'est pas forcément la bonne solution en MMA. On a vu la limite. On a Ouais, vu la ça limite des peut leg très locks, bien effectivement. fonctionner, mais on a vu les limites. Ouais. Non, parce que voilà, eux Après, estiment qu'ils ont des solutions et ils les ont, parce que s'ils tournent en grappe avec ces hmm, profils-là, il y a même pas match en fait. Tu vois, ils vont jouer avec eux, mais parce qu'on parle d'un autre sport en fait. Eux, c'est des maîtres de cette discipline, donc les solutions, ils les voient tout de suite. Moi, j'aurais fait ça là, et oui, toi, ça aurait marché. Mais les mecs du MMA n'ont pas votre niveau au sol,
Et puis en plus, il y a d'autres paramètres à prendre en compte, qui sont les frappes. Et en fait, tu sais, souvent, tu as tendance à minimiser les frappes quand tu les prends pas. Quand tu les vois juste à la télé, tu as tendance à les minimiser. Et des fois, tu mets juste les gants avec quelqu'un et tu fais un peu de sol et tu mets des frappes, même sans appuyer. Juste le fait de simuler un peu les frappes et il se rend compte que, oh putain, tu vois, ça fait tout drôle. Ah, je tourne pas du tout de la même manière. Oui, je suis d'accord avec toi parce que je me souviens même d'une fois, c'était à la Z, avec un mec qui était ceinture violette ou ceinture marron qui m'avait dit oui, je vais me mettre au jiu-jitsu brésilien, non pas au jiu-jitsu brésilien, je vais me mettre, c'est le mec qui est ceinture marron, je vais me mettre au Au jiu-jitsu MMA. brésilien. Je vais me mettre au MMA parce que avec mon sol, je pense que je vais faire un malheur. Je lui dis mais t'as déjà fait du sol avec frappe? Il me dit non jamais. Je dis bah écoute si tu veux le prochain sparring là, main ouverte, tu sais juste on envoie des frappes histoire de tu vois. Et le mec, en fait, il a développé zéro sol sur ce fight-là, alors que c'était un mec très dynamique, très explosif et tout ça, parce qu'en fait, il s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'il voulait entamer quelque chose, bah, Une frappe. il prenait une frappe. Donc, il se stoppait de lui-même. Et il a fait, tu sais, on sait que les gens, soit tu réagis, soit tu fuis, soit tu Il a figes, figé. tu vois. Et lui, il a complètement figé, tu vois. C'est vraiment le souci de la chose. Donc, oui, non, c'est deux choses différentes. Le sol avec frappe et le sol sans frappe, c'est deux choses différentes. Maintenant, oui, sur le papier, ce qu'il dit, c'est vrai. T'es en body lock sous les aisselles, tu fais un gambi roll, là, tu roules. En fait, c'est quoi? C'est quand tu te jettes, justement, pour rouler d'une épaule Parce à l'autre, et c'est tes hanches qui embarquent les bras de l'adversaire. qu'avait fait Kevin Holland. Kevin Holland, exactement. Kevin Holland, c'est ce qu'il a fait. Il avait réussi à embarquer Shimaev, mais Shimaev, il l'avait suivi jusqu'au bout. Bah, c'est ça, en fait, parce que Gambirol, ouais, d'accord. Mais là, t'es quand même sur des mecs qui font de la lutte, dont c'est le style. C'est quand même un mouvement de lutte, cette sortie-là. Donc, c'est des mecs qui sont habitués à subir ça. Et on l'a bien vu, hein. C'est sur n'importe quel autre Mmh. profil. Tu fais ce mouvement, bah, le mec, soit il tombe comme une merde, soit il lâche tout parce qu'il est embarqué. Et lui, il a quand même le truc de Mmh. te suivre. Il te suit, il a tourné avec lui. Mmh. Alors après, tu prends Volkanovski contre le premier fight contre Islam Makhachev, c'est sensiblement ce qu'il fait, tu vois. Enfin, tu sais, il roule, il met le bras à l'intérieur, il a eu beaucoup de réussite sur ce jeu-là. C'est une réalité. Si Ouais. tu le fais bien, tu peux avoir de la réussite, tu vois. Mais en soi, effectivement, tout le monde ne pourra pas le faire. C'est compliqué. Maintenant, c'est en fait, tout le monde ne pourra pas le faire. Oui et non. C'est-à-dire qu'il faut le travailler dès le départ. Tu vois, c'est-à-dire que je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire que la solution, c'est ça. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi pour dire, il y en a marre de tous ces grappleurs qui disent que ils ont des solutions dans le MMA, patati patala, pour mettre en place leur sol. Je suis d'accord avec toi, mais je suis aussi d'accord avec lui dans le sens où, oui, la solution c'est ça. Et le truc c'est que tu peux pas, en fait, te dire, ouais, mais il y en a marre de tous ces grappleurs. Et puis au final, tu travailles quoi? Tu travailles rien et tu continues à subir, tu sais, toute ta vie. Si tu le travailles régulièrement à l'entraînement, si tu le mets en place constamment, et que toi, en plus, t'as l'habitude de faire du sol avec frappe, c'est-à-dire que t'as l'habitude de prendre des frappes, là, on sort du cadre grappleur du mec qui sait pas prendre des frappes, mais un mec qui sait prendre des frappes et qui va travailler son sol et sa lutte, sa contre-lutte, enfin, sa lutte, parce que c'est de la défense de lutte, finalement. De cette manière-là, c'est ce que fait un peu quand Cory Sandhagen, par exemple. Et ben, tu te rends compte que, à force, tu peux trouver une solution à leur style. En fait, faut juste démarrer à un moment ou un autre, quoi. Faut lancer la machine. Et oui, effectivement, quand t'es en body lock, le seul moyen de t'en sortir, le seul moyen efficace, on va dire, c'est de partir en grand birole. Ça, c'est sûr. C'est de te jeter, c'est de te sacrifier et de partir, et soit le mec te lâche, soit le mec te suit. Mais par contre, ce qu'il faut travailler, et c'est ce que Kevin Holland a eu du mal à faire, c'est qu'il a réussi à embarquer Shimaev, mais il a pas fait, en fait, c'est-à-dire que tu pars en grand birole, donc tu vas rouler d'une épaule Mm. à l'autre, mais après, derrière, il faut pas que tu restes sur la même phase. Parce que ton adversaire, s'il t'a suivi, il se retrouve, en fait, il reste dans la même position. C'est-à-dire qu'une fois que t'as roulé, il faut casser cette position. C'est-à-dire que tu vas rouler, donc tu vas faire dos à ton adversaire, et dès que t'as fini ta rotation, il va falloir que tout de suite tu retournes pour revenir à l'intérieur, pour revenir face à lui. Et continuer comme ça jusqu'à ce que tu arrives à trouver l'angle qui va te permettre, en fait, de t'en sortir. Faire en sorte que, à chaque fois que ça roule, il perde un petit peu plus cette Ouais. position. Ce que faisait très bien Donc, Volca. ça le fait. Mais C'est ce que faisait très bien encore Volkan. une fois,
ça dépend aussi d'énormément d'autres facteurs au-delà de ça. C'est que Volca a une force de mule. On sait très bien que ces profils lutteurs ont une force de Hum. malade. Et tu peux être aussi technique que tu veux. Déjà, si t'as pas cette force-là, tu vas rien faire du tout. Et ça encore, tu vois, je mettrais un bémol parce que Khamzat Chimaev, oui, il a une force de mule. Tu sens que quand il te saisit, en plus il a des longs segments, donc lui, bah forcément, il va pouvoir te tenir. Mais je suis sûr que 80% des lutteurs que tu vas affronter dagestanais, avec le style dagestanais, tu vois, qui vont te tenir de cette manière-là, il y a 80% des lutteurs, tu vas faire ça, tu vas rouler, tu vas les embarquer avec toi, ils vont pas te suivre jusqu'au bout de l'enfer. Ouais, non, mais Donc oui, il mais faut le travailler parce que en fait le problème que j'ai, je finis juste là-dessus, c'est que les combattants de MMA justement ont aussi cette, et ça on le sait, et tu le sais, on en a parlé plein de fois et on l'a vécu avec des combattants de MMA, ils ont ce truc de se dire le sol pur ne fonctionne pas. Ou alors ouais mais c'est trop long, j'ai pas le temps, j'ai pas besoin, j'ai pas le temps, de toute façon ça marchera pas. Il y a un moment, il faut pas dénigrer cette partie-là, qui a été beaucoup trop mise de côté, sur des juste ensuite se relever à la cage et faire comment dire du dogfight, on va dire. Et tout le reste a été mis de côté. Et tu te rends compte que le jeu, il s'est appauvri et que quand tu as un mec qui gère un peu mieux son sol, bah tu perds. Turner, Moïcano, tu vois, Mhm. par exemple. Je donne cet exemple-là. Turner, il a fait du sol MMA. Je me relève à la cage. Moïcano, il a dit, bah frérot, non, je vais te fermer la porte. Tu n'iras plus à la cage. Il s'est fait rouler dessus. Je vais te donner un autre exemple, qui n'est pas professionnel. Wilson. Wilson, il est venu au club la semaine dernière. On a tourné ensemble. Là, en ce moment, il ne fait presque que du MMA parce que comme il travaille le soir et tout ça, c'est pas évident de venir à l'AFC. Wilson, il a grave régressé sur son sol, là, récemment. Et je lui ai dit, et il s'en est rendu compte, il a fait un sol MMA, il a fait des trucs sales, l'avant-bras dans la gorge, je te pousse le visage, je te ceci, je te cela. Mais qui pour un mec du sol, en fait, finalement, Ouais, on a inutile. l'habitude de subir ça. C'est inutile. Ce qui fait que je l'ai renversé, je lui ai passé la garde, j'ai pris mes positions, j'ai pris la monte, parce qu'en fait, tout cette fioriture, en fait, inutile, eh ben, il ne l'a pas mis au service de mouvements justement plus efficaces, plus utiles qu'il aurait pu mettre en place pour plus me bloquer et plus me faire chier, tu vois, et qui aurait été autant efficace pour s'installer dans une position pour Mhm. frapper. Parce que souvent, en plus, en vrai, avec Wilson, en plus, on fait des combats, justement, moi j'aime bien, tu me connais, j'aime bien faire du sol avec frappe, donc j'aime bien faire ça avec lui. Parce que c'est un vrai combattant de MMA. Et pour le coup, tu vois, il a raison. En vrai, ce qu'il dit, il a raison, il faut le faire. Il faut l'implémenter. Maintenant, est-ce que c'est la solution miracle pour tous les lutteurs? Non. Est-ce que c'est la solution pour Shimaev et que demain quelqu'un fait un Gambi Roll? Tu sais, on dirait qu'il réinvente la poudre. Bien sûr que tout le monde sait que c'est ça la solution. Maintenant, Ah, voilà. qui a pu le mettre en En place? fait, c'est ça le truc. Tu vois, c'est Bon, ça c'est ça aussi. le reproche, il est là. C'est que, évidemment, tout le monde sait que quand t'as le body lock, la solution, elle est là. Maintenant, faut trouver le mec qui va réussir à le faire, c'est tout. Mais après, mais le truc c'est, la solution elle est là, qu'il travaille véritablement. Parce que pour l'instant, j'ai pas vu d'adversaire de Shimaev, par exemple, qui a tenté de faire ça. À part Kevin Holland. Ils ont pas eu le temps. Attends, Bah, ils ont pas eu le temps, ils ont pas eu il le y a, y a- temps. y a au- y a quasiment aucune phase de bodylock sur Dricus. De mémoire, dès qu'il le touche en plongeant dans ses jambes, il est au sol. Il y a des phases où il le ceinture, quand même, à la cage et tout ça. Et tu vois qu'il y a des moments où il se relève et il le ceinture. Il a jamais essayé. Il a essayé de défaire les mains. Il a juste essayé de défaire les mains. Ah bah, Il a jamais tenté autre chose que d'essayer de défaire les parce mains. qu'il le sent pas. Tu vois, il y a savoir que tu dois faire un truc et il y a sentir que tu peux pas le faire. Ah, je pense qu'il le sent pas parce que aussi il l'a pas Ça aussi, travaillé. c'est possible. Tu sais C'est quand pas ça son devient jeu, c'est pas réflexe. son jeu. Tu vois quoi. Ah oui, quand tu non mais parce que c'est pas son jeu parce qu'il Oui, l'a pas oui, non, mais travaillé. oui. Tu vois, c'est-à-dire aussi tu vois, c'est ça, c'est-à-dire que tu le sens pas quand tu sais quand t'es là que tu l'as pas travaillé, que tu l'as pas implémenté et que c'est pas devenu un réflexe, effectivement, tu vas dire "Oh putain, j'y Mm. vais pas." Parce que je le vois quand je l'enseigne. Moi je l'enseigne, tu le sais très bien ce truc là le Gambirol depuis longtemps. Et puisque Gary Tonon fait ça depuis déjà lui depuis qu'il faisait les ADCC et tout ça depuis longtemps. Et au final donc je l'enseigne et
Tu vois que c'est pas naturel de se Non, jeter c'est de pas cette naturel manière-là. du tout. C'est pas naturel. Mais il faut le bosser. Si tu le bosses pas, ça ne sera jamais naturel et tu partiras jamais. Tu essaieras toujours de dégrafer les mains ou d'essayer de rentrer à l'intérieur. Sauf qu'avec Shimaev, avec Shimaev, ça ne marchera jamais. Ouais. Donc il y a du vrai dans tout. C'est-à-dire que oui, là, ça sortit en mode, les gars, excusez-moi, j'ai la Mais solution. c'est ça, en fait, voilà, c'est le ton, tu sais, hautain de ces mecs-là qui présentent des solutions en mode, mais vous êtes nuls ou quoi? Si c'était moi, j'aurais fait ça. En Bah fait, oui, c'est ça, en fait, c'est ça qui me dérange à force. je suis d'accord. Après, est-ce qu'on est choqué que Gordon Ryan, tu sais, fasse ce genre de prise de position où je suis le meilleur. Non, mais même, Tu vois, où, excusez-moi, j'ai la même Craig solution. Jones, en fait. C'est la même chose. Je les mets dans le même truc. Ah, alors, Craig Jones, je le mets pas dans le même truc. Parce que la différence entre Gordon Ryan et Craig Jones, c'est que là, Gordon Ryan, il jette une crotte de nez comme ça et puis il se casse. Et il va faire un autre poste sur Craig Donald Jones, Trump. il a le mérite au moins d'essayer de faire les camps, etc. C'est vrai. C'est C'est vrai. ça. Il fait C'est les vrai. camps, il réfléchit, il prend le temps et il essaye quand même de trouver des solutions. Après, ça marche ou ça marche pas, mais au moins, si ça a pas marché, on sait qu'il va y retourner et qu'il va réessayer, qu'il va ajuster. Tu C'est vrai. vois. C'est ça la différence. Donc, c'est pour ça que je les mets pas dans le même sac. Il y en a un qui se dédie en ce moment à ça, à essayer de trouver la solution, à essayer d'implémenter en fait sur un combattant classique, pas un mec qui vient du jiu-jitsu brésilien, mais sur un combattant classique, des solutions pour pouvoir contrer le jeu des Dagestanais. Il y en a un autre qui est venu là, qui a posé sa crotte de nez et qui s'est barré. Tu vois, il a même pas pris le temps de prendre un Non, c'est mouchoir. vrai. C'est vrai. On peut pas les mettre dans le même sac. Je reviens sur mes paroles. J'espère bien. En tout cas, Gordon Ryan, lui, on n'est pas prêt de le revoir parce que il a pris sa petite retraite. Alors, et il écrit beaucoup trop. Je vais te dire qu'il a pas pris la retraite du clavier, par contre. Donc aujourd'hui, ça fait 10 ans à la ceinture noire, 10 ans au sommet du sport. Allez, la fin probable de ma carrière de compétiteur. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai eu des problèmes d'estomac débilitants. Et alors c'est la traduction d'Instagram. C'est quand tu mets traduire. Donc s'il y a des traductions louches, c'est pas de ma faute. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai eu des problèmes d'estomac débilitants et voilà. Et apparemment irréprochable depuis que les infections récurrentes de staphylocoques et antibiotiques, et c'est pour ça aussi que je voulais qu'on en parle parce que ça c'est important, et antibiotiques ont anéanti mon bon biome. Ton, Ça doit être mon ouais, je pense que c'est microbiote, ça. je Ce sais que j'allais pas. dire, ouais. Je pense que c'est ça. Donc et comme tout à l'heure, irréprochable, je pense que c'est irrécupérable, enfin tu vois, intraitable, insoignable quoi. Sans entrer dans le trop de détails ennuyeux, le problème a traversé des phases de meilleur et de pire au fil des ans. Et il s'est maintenant transformé en une multitude de nouveaux problèmes, dont moi juste tombant malade ou staphylocoque chaque fois que je m'entraîne dur et compromet mon système immunitaire de quelque façon. À cause de ces problèmes, je n'ai pas pu m'entraîner et soulever des poids ou soulever dur depuis janvier 2024, car je commence juste à me soulager à sec immédiatement quand je le fais. Alors je sais, soulager à sec immédiatement quand je le fais. La traduction elle est dégueulasse. J'ai rivalisé à l'ADCC 100 camps à 10% de la façon dont j'aurais dû fonctionner. Alors là on est encore sur du gros Gordon Ryan qui je suis meilleur que les autres. Mais il a raison en même temps. Et je n'ai jamais vu aucune amélioration dans mon état depuis. Cela a bien sûr été immensément frustrant car mes compétences techniques sont bien meilleures que jamais. Mon corps est autrement en très bonne santé et je n'ai que 30 ans. Putain, elle a 10 que ans 30 ans. de ma fleur de l'âge. 10 ans de ma fleur de l'âge, je sais pas. Il me reste tellement plus à donner. Si je pouvais juste résoudre ce problème, je suis toujours sur le tapis presque tous les jours, mais je ne peux pas faire ce que mon esprit dit à mon corps. Putain, ça, je sais très bien de quoi il parle. C'est pourquoi je pense qu'il vaut mieux que je mette mes concentrations ailleurs pour l'instant, alors que j'essaie de remédier à mon estomac et peut-être revenir un jour en attendant ma santé et l'évolution de mes compétences physiques relatives à l'époque, car mes connaissances sont inégalées. Pour l'instant, je peux dire avec confiance que j'en ai fini. Je vais passer les prochaines années à me renforcer
justement sur l'académie, renforcer la capacité d'étudiants, donc il y ait plus d'étudiants et améliorer leur niveau, je pense que c'est ça qui veut dire, à ouvrir un programme d'affiliation mondiale, à aider les athlètes à atteindre leur niveau, leurs objectifs et leurs rêves, et à partager toutes leurs connaissances avec le monde. Après, ça, je sais qu'il y a beaucoup trop de personnes impliquées à remercier, blablabla. Donc il dit comme quoi ils vont se reconnaître, les fans. Qu'est-ce qu'il rajoute? Aux fans, merci. L'idée de vendre l'arène mobile a été un événement de jujitsu. Oui, putain, la traduction est dégueulasse. Quand j'ai commencé à m'entraîner, mais nous avons vraiment fait de ce sport quelque chose de plus grand. Vous m'avez tous rendu vraiment riche en cours de route, dans tous les sens du terme. Cela n'aurait pas été possible sans vous tous et votre soutien constant. Merci à tous ceux qui sont impliqués et j'espère revenir, surtout pour 2 matchs avec Vinny Magalhães, qu'il avait perdu, donc il espère le reprendre, et une dernière danse avec Felipe, jusqu'à ce que ce temps vienne. Cordialement, Gordon Ryan. Bon, s'il doit revenir pour Philippe Pena, autant je préfère qu'il continue à avoir des problèmes d'estomac. Quelle horreur ce combat. Je veux pas de ça. Quelle horreur. Ces combats. Ah putain, catastrophique. Non, pourquoi c'était important de parler de sa retraite? Bon, bah parce que déjà c'est un monument du jiu-jitsu brésilien et que bon bah on sait qu'il aurait pu apporter encore beaucoup plus de résultats et de combats extraordinaires justement, et surtout suivre l'évolution du sport, parce que c'est vrai qu'on s'est beaucoup nourri, peu importe l'homme, on s'est beaucoup nourri de sa manière de travailler, mais c'est surtout que il faut comprendre que son problème vient on parlait du dopage avant, qu'il s'était peut-être trop dopé, peut-être que c'est le cas, mais surtout le fait qu'il ait eu beaucoup trop de staphylocoques et qu'il s'est traité beaucoup trop souvent avec des antibiotiques et que les antibiotiques ont détruit son système immunitaire. En fait, finalement, c'est un peu ça. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui que les antibiotiques, c'est pas automatique, c'est parce qu'en fait, tu fais de l'antibiorésistance et derrière, après, tu ne peux plus te soigner avec. Et en gros, au travers de ça, on peut passer un message. S'il vous plaît, prenez au sérieux les staphylocoques. Vraiment, prenez au sérieux les staphylocoques. Arrêtez de jouer avec les staphylocoques. Arrêtez d'avoir une hygiène déplorable. Arrêtez de sortir du tapis sans chaussures pour aller aux toilettes. Arrêtez de venir vous entraîner quand vous avez un bouton suspect et que c'est un staphylocoque et que vous venez quand même en disant « Ah, je vais pas rater 2 semaines d'entraînement quand même. » Bah oui, mais le problème c'est que c'est tellement risqué. J'entends tellement de gens autour de moi qui ont été hospitalisés pour des staphylocoques, qui ont failli perdre un membre. Je pense à un ami à moi là qui a failli perdre un bras. Un autre qui a failli perdre son pouce. Il aurait pu un peu plus, il faisait plus de stop. Donc il y a c'est super. Celle-là elle est que pour ça en vidéo. C'est super. Et donc il y a un moment, on va vraiment falloir qu'on prenne ce problème justement à bras le corps et qu'on apprenne à éduquer les gens sur ce fléau qui nous vient justement, surtout de ce que j'ai compris de la Chine et des États-Unis, qui justement ont trop pris d'antibiotiques et donc ont créé des staphylocoques beaucoup plus résistants. Et c'est pour ça qu'on en a plein, surtout depuis la période Covid. Mais vraiment, 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 arrêtez. Ne faites pas une compétition avec un staphylocoque parce que vous avez payé une compétition. Moi, j'ai un élève là qui en a eu un. Il devait combattre ce week-end. Ben, il l'a pas fait la compétition. C'est tout, il est venu me voir avant le coup, il m'a dit tu penses que c'est quoi? J'ai dit bah ça c'est sûr, c'est un staphylocoque. C'est un beau staphylocoque. Il s'est pas entraîné et il a pas fait sa compète. Et c'est comme ça, il a perdu un peu d'argent, mais en même temps, il a préservé l'autre. Tu vois? Et les autres, parce que quand il y en a un, derrière il y en a 15. C'est super contagieux. S'il vous plaît, faites gaffe à Ouais, ça. on l'a déjà dit, hein. C'est super contagieux et en plus, d'une personne à l'autre, tu réagis pas de la même manière. C'est pas parce que j'entends plein de mecs qui m'ont dit ouais mais un staph c'est rien. Moi j'ai déjà eu des mecs qui m'ont dit ça. Ouais moi j'en ai déjà eu un, ça m'a rien fait. Ouais Bah peut-être oui. à toi. Ouais il y en a ça leur fait un bon bouton mais ça va pas plus loin. Puis il y en a d'autres tu vas le transmettre et puis comme t'as dit ils vont perdre leurs mains, ils vont perdre leurs bras, non c'est très très chaud. Mourir. C'est très très chaud. Ça peut aller dans les Puis, poumons. Enfin c'est chaud. attends. Puis lui, ça lui a rien fait cette fois-ci. Oui bien sûr cette fois-ci. Tu vois? La fois d'après, c'est pas dit qu'il se retrouve pas hospitalisé.
Tu vois, c'est ça le truc. Non, moi C'est qu'on voit le truc, on se dit, c'est un petit bouton blanc. Non, c'est un petit bouton blanc, sauf que le problème, c'est qu'après, tu peux avoir une infection moi du sang. je, Ça peut je toucher ton joue plus os. avec ça. J'ai fini à l'hôpital pour ça, Ah je oui. veux plus jouer avec ça. Eh oui. Donc, déjà, ayez de l'exomédine transcutanée chez vous. Moindre bouton suspect, exomédine transcutanée, vous faites un cataplasme. Et si vous arrivez aussi à avoir des pommades un peu antibiotiques type fusidine, tu vois, t'as ton Fusidine, bouton. c'est sans ordonnance. Hein. C'est sans Mhm. ordonnance? Ok. Bah, en tout cas, il y a de la Mais fusidine. fusidine, c'est Vous mettez un petit peu de fusidine sur le bouton. fusidine, c'est plus pour champignons. Non, fusidine, c'est c'est le champignon, c'est le, j'ai un trou de mémoire. Bon, bref. En tout cas, le fusidine, ça marche bien pour les débuts de staphylocoque. Bref, en tout cas, voilà. En tout cas, prenez ça au sérieux. On reste sur le grappling. Zabit Magomed Sharipov, qui est de retour en grappling. Qui dit, c'est le président de l'ACBJJ, donc Zorbek Kaziev, qui dit les grandes décisions se prennent en silence, les négociations sont terminées. Zabit Magomed Sharipov rejoint l'ACBJJ. Nous constituons l'élite. Restez connectés. Donc, y a Arman Tsarukyan qui l'a déjà défié, d'ores et déjà, qui dit aimeriez-vous voir une telle bataille et après on parlera de Tsarukyan juste après. C'est une bonne nouvelle. Lui qui avait complètement arrêté le MMA, tout, qui est un grand talent perdu du monde des sports de combat, qui revient en fait, alors pas en MMA, ce qu'on peut comprendre, si vraiment il veut plus combattre, il combat plus, mais en JJB parce qu'il a des choses à faire en JJB aussi. C'était un mec qui était bon grappleur aussi. Hein. Ouais, c'est une nouvelle. Pour ma part, ouais, c'est bien, mais c'est pas, C'est pas non, c'est extraordinaire. pas Non, mais ce extraordinaire. que je veux dire par là, c'est que En fait, non, mais ça tu aurait sais eu pourquoi? vraiment eu de la hype s'il revenait en MMA, tu vois. Parce que c'est là qu'on l'attendait. Maintenant, revenir, il se fait son kiff et Oui. c'est très courageux même, tu vois, de revenir après tout ce temps et de se dire, je vais me faire mon kiff, ça me manque et je vais tourner au sol. Ouais, c'est bien. C'est une bonne chose. Maintenant, est-ce que ça va changer quoi que ce soit? Est-ce que ça va apporter quelque chose? Je pense pas. Non, c'est pas lui qui va révolutionner le jiu-jitsu brésilien. Mais tu vois, pourquoi je l'ai mis dans les actus, parce que à chaque fois, dans les regrets, tu vois, des Mhm. gens, dans les infos, les trucs comme ça, son nom Ouais. revient systématiquement. Tu vois, dans les what if. Et le fait de voir qu'il revient, même si c'est parce que ça peut être une première marche, tu vois. C'était à citer. C'est pas à passer 1000 ans Mhm. dessus, mais c'était à citer. En tout cas. Ce qui était drôle, c'est de voir Tsarukyan qui saute sur tout le monde, tout le temps. Mais il y en a un aussi qui a sauté sur l'occasion. Qui a sauté cette fois-ci sur Tsarukyan, c'est Mikey Musumeci. Mhm. J'ai vu Aussi. ça. Qui, lui, a dit, envoie-moi ta position, ta position. Arman est incroyable, mais il a provoqué mon ami Tom Hardy. Mon ami Tom Hardy est un acteur et ceinture marron. Je n'apprécie pas qu'il ait fait ça, comme s'il pouvait affronter un vrai lutteur. Je suis plus léger que lui, donc je pourrais simplement monter sur le ring et l'affronter. Arman, il a dit, appelle ton boss et envoie-moi le contrat. Ça m'intéresse. Plus que Tsarukyan contre Zabit, ça m'intéresse énormément. Euh... Ouais, oui, alors. De toute façon, c'est ce qu'on disait. Ah non, c'était Mokaev dans la semaine dernière. On en Mokaev, parlait. Bon, ouais, tout à bah, le fait. résultat sera identique. Hein. Le résultat sera identique. Pas match. Tu sens quand même qu'il y a une grosse difficulté à trouver des adversaires à Muzumeshi à l'UFC Fight Pass et qu'il a besoin de ramer un peu et de chercher des adversaires qui peuvent être attrayants pour le public. En termes de niveau, il y a pas match. Ah, c'est sûr qu'il y a pas match. Après, comme il y a il y a un écart de poids, tu sais, tu te dis bon, ça compense. Et puis c'est un bon lutteur. Et puis, mais bon, il va prendre sa clé de cheville comme les autres.
Voilà. Le niveau de Musumeshi il est beaucoup trop. Tu sais, là, chez Montagne, là, qui l'a affronté, je te dis, je crois qu'il avait gagné des Europe Nogi, si je me trompe pas, en ceinture noire. Et en fait, tu sens que il s'est mis un petit défi, c'était d'essayer de lui passer la garde et sûrement de le battre autrement qu'en clé de cheville. Finalement, bon, il a dû concéder le fait de le faire taper sur une clé de cheville. Mais c'est trop propre, c'est trop technique, Musumeshi. C'est pas possible. C'est pour l'instant, il y a personne qui a son niveau et qui est dans cette organisation-là, en tout cas. Il commence à signer des noms, hein, mais ça tarde un petit peu parce que tout simplement, on l'a déjà dit, hein, c'est le souci, c'est qu'ils veulent l'exclusivité comme d'habitude et que c'est ça qui bloque dans le jiu-jitsu brésilien, qui est un sport libre en soi. Mais bon, c'est intéressant. Moi, c'est le genre de freak show, tu vois, parce que c'est un freak show qui pour le coup m'intéresse. Tu vois, j'aime bien cette opposition parce que c'est vrai que Tsarukyan il va affronter tout le monde en ce moment, donc je me dis écoute, pourquoi pas, allons-y quoi. Allons-y. Ah, ça va lui changer du pirate, hein. Le dernier combat de grappe qu'il a fait, c'était contre le pirate, ça va lui faire tout drôle, là. Ça va lui faire tout drôle. Mais j'aime bien l'opposition, j'aime bien le style, ça va le faire. J'espère qu'ils le feront. C'est même pas sûr, hein, parce que pour le coup, je sais pas si l'UFC accorderait du crédit à ce combat-là, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, je sais pas, Tsarukyan là, il a la dalle de combattre, il veut affronter tout le monde, ça c'est clair. On termine avec l'annonce qui m'a le plus surprise de la semaine. C'est le combat de Ronda Rousey contre Gina Carano, deux vétérans du MMA. Gina Carano qui a fini sa carrière en 2009 après sa défaite contre Chris Cyborg, et là où une Ronda Rousey a commencé le MMA en 2011, donc elles étaient pas de la même temporalité entre guillemets, ça s'est pas joué à grand chose, mais bon voilà. Ça va se passer le 16 mai au Toyota Center de Los Angeles. Ça va être en direct sur Netflix, et c'est le premier événement d'ailleurs MMA Netflix en direct, parce que jusqu'à maintenant ils ont fait que de la boxe. C'est Jack Paul qui organise. On apprend aussi que c'est Jack Paul qui organise. D'accord. Et on apprend aussi qu'elle a d'abord tenté avec l'UFC. Elle dit, j'ai contacté Dana White pour lui demander si ça l'intéressait, mais ça n'a pas tout à fait fonctionné avec l'UFC. C'est Ronda Rousey qui dit ça via Sport Center. Écoute, on avait des petits éléments qui nous faisaient comprendre qu'elle pouvait revenir en MMA, puisqu'on la voyait s'entraîner justement avec les gants de MMA, on la voyait commencer à boxer et tout ça. Donc on s'était posé la question si elle allait le faire. On n'y croyait pas trop, parce qu'on sait que mentalement le MMA, quand elle perd, c'est compliqué. Et puis ça fait des années, on a dit, je sais pas quand est-ce qu'elle a arrêté sa carrière, Ronda Rousey, mais ça fait des années qu'elle a pas combattu en MMA. Mais revenir contre Gina Carano, écoute, je me dis, c'est deux anciennes. Il y en a une de 39 ans, je crois, et l'autre de 43, c'est ce que je t'avais dit? C'est plus. Mais en tout cas, Carano est plus vieille. Elle est plus vieille, oui, ça c'est sûr. Je me dis, écoute, allez, duel d'anciennes comme ça, je me dis pourquoi pas. C'était deux filles compétitrices, enfin compétitives en tout cas à l'époque. Elle a arrêté quand? Elle a arrêté en 2016, il y a 10 ans. Après sa défaite contre Amanda Nunes. Si je dois la voir revenir, je préfère que ça se fasse sur un fight comme ça que sur un fight justement à l'UFC. Ouais. Sur ça, on est d'accord. Non, franchement, là, on est sur le format organisé habituellement par Jake Paul, où tu fais affronter des vieux mecs de l'anglaise, sauf que adapté au MMA. Tu vois, c'est ça. Deux anciennes gloires qui s'affrontent, même pas de la même génération. J'imagine même pas le niveau de Carano, parce que Carano, depuis le temps qu'elle a arrêté. En plus, le MMA a évolué depuis, même bien évolué. Elle fait quand même partie d'une des premières générations de féminines. C'est sûrement la première star du MMA féminin avec Cyborg. Avec Cyborg, je suis d'accord. C'est pour moi, en tout cas, quand j'ai découvert le MMA, j'avais deux noms en tête. C'était Gina Carano et Chris Cyborg, effectivement. Et Romy Ruisen, mais ça c'est autre chose. On va faire un big up. C'est quoi? On va faire un big up à Romy Ruisen. Ah non, moi la première féminine que j'ai vue, c'était Tevi au Japon, qui combattait au Japon.
Ouais, mais Tevi, moi, je l'ai connu après. Tu vois, Ah, je l'ai moi, rencontré c'est d'ailleurs. elle que j'ai, la première combattante que j'ai vue, bah, c'était en Fight Sport, je crois. C'était elle. D'accord. Parce que non, mais pourquoi je cite Romy Ruisen? Parce que justement, on parle pas souvent assez d'elle, mais que c'était des combattantes féminines justement françaises, qui était déjà une excellente combattante de jiu-jitsu brésilien, parce elle était championne du monde justement à l'époque de la FILA et tout ça. Et c'était une combattante qui était arrivée jusqu'à l'Invicta, donc cette organisation l'Invicta féminine justement qui était 100% féminine d'ailleurs qui avait bien, attends, je vais retourner sur son topologie d'ailleurs, qui performait en plus, hein, qui performait, Romy Ruisen. Je m'entendais très bien avec elle parce qu'on se croisait sur toutes les compétitions, et donc tu vois, ça c'est l'occasion de lui faire un big up. Elle est en 5-2, 5-2 avec 5 victoires par soumission et une défaite par soumission, une défaite à la décision, donc c'est pas mal. Et donc voilà, et c'était juste histoire c'est de faire un big up. C'est pour ça, c'était à la même époque, tu vois, on parle de 2011-2012, c'est de 2007 ça casse 2007 à Hmm. 2012. Donc c'est la même temporalité, parce qu'on parle, tu vois, des premières féminines, et en fait, faut comprendre que dans les premières féminines, on avait une française. Enfin, plusieurs françaises, puisqu'effectivement, il y avait aussi Tevisse, mais on avait aussi Romy Ruisen. Donc voilà, c'est bien de faire cette petite page historique du MMA français aussi, tu vois. Donc et d'ailleurs, je vois aussi Florence Berthet. Attends. Eh oui, Florence Berthet. Florence Berthet qui a été en équipe de France Mhm. de pancration et de MMA amateur aussi. Attends, en 2011, de la même manière que j'ai côtoyé, que j'ai coaché, Florence Berthet. Et ouais, putain. Ça aussi, ouais, bon, bref, ça renvoie à loin, hein. Ça renvoie à très loin. Pour les trois quarts des gens qui nous écoutent, vous savez pas qui c'est, mais c'est important, tu vois, d'avoir ces personnes-là Hmm. quand même. Donc bon, effectivement, comme tu dis, c'est une des premières stars qui a fait du cinéma derrière, hein, parce qu'elle a joué dans Fast and Furious, elle a joué aussi, Gina Carano, elle a joué aussi dans Deadpool, Dans la série aussi, Mandalorian, je crois, ou dans un Star Wars en tout cas. Sûr, peut-être, peut-être, for sure. for sure. Je sais qu'elle s'est fait évincer du monde du cinéma à un moment parce qu'elle avait pris des positions un peu pas ouf, je sais plus sur quoi d'ailleurs, mais politique. Et je crois que je me demande, c'est pas à l'époque du Covid Non, c'était bien d'ailleurs. avant. C'était Et- avant le Covid. C'était avant? Ah, je sais plus. Tu te souviens, c'était sur quoi? Je sais plus. Bon, en tout cas, depuis, l'eau a En coulé sous les fait, ponts. j'ai une idée, mais je veux pas dire n'importe quoi. Donc, Vas-y. il me semble qu'elle parlait de la mainmise sur le système hollywoodien par les Juifs. Et je crois que c'était un délire comme ça. C'est Il me possible. semble que c'était un délire comme ça. Elle a été C'est boycottée possible. de fou. C'est possible. C'est possible que ça soit ça. Mais en tout cas, voilà, elle avait fait son trou dans le MMA, elle avait été évincée. Et Ronda Rousey, hein, pour les plus jeunes d'entre vous, c'est aussi une combattante de MMA, donc championne de l'UFC, la première grande star, même au niveau d'un homme, hein, en termes de starification de l'UFC, qui ensuite, elle aussi, a joué d'ailleurs, je crois, dans Fast and Furious, si je me Bien trompe sûr pas. qu'elle a joué dans Fast and Furious. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Enfin, une Et apparition. ensuite, elle s'est ouais, bah elle a fait une Ouais. méchante. Les deux, elles ont fait une méchante de toute façon. Non. Non, si, elle Elle finit finit méchante. méchante. Oui, oui, Gina c'est vrai. Carano, elle C'est finit vrai, c'est méchante. vrai. Elle finit méchante. C'est un agent double. Et donc après, elle s'est mise au catch à la WWE où elle a fait le reste de sa carrière, bah, jusqu'à maintenant en fait, tout simplement. Ouais. Intéressant. Moi, je sais pas, je vais le regarder ce combat. J'ai envie de voir ce combat. Euh, Envie, c'est un grand mot. Bon, je pense que je vais le regarder. En plus, moi, j'aime bien les trucs qui sont diffusés sur Netflix. Je trouve que c'est facile d'accès. C'est bien présenté. Non, non, je vais regarder ça quand même. Mais ça me rassure sur un point. Le fait que Dana ait refusé, c'est qu'on parle beaucoup du fait que Paramount, maintenant, c'est uniquement le spectacle, etc. Si c'était vraiment que le spectacle, ils auraient signé ce combat direct. Parce que Ronda Rousey est une immense Oui. star. Donc, il y a quand même une cohérence sportive, tu vois. Oui, le spectacle, mais pas à n'importe quel prix. Donc, moi, ça me rassure quand même le fait qu'il ait refusé. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord.
Oui, c'est le spectacle, mais pas à tout prix. Ouais, c'est ça. C'est qu'il faut pas non plus que ça devienne un cirque. Exactement. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, en fait, à chaque fois, tu sais, pourquoi l'UFC, je pense, ils font pas ce genre de combat, parce qu'après, tu fais quoi de ces personnes-là? Ça veut dire que t'es obligé de faire un circuit parallèle après. Et ça n'a pas de sens. Tu peux pas te permettre. Autant le laisser aux autres qui font ça eux. Tu vois, Jake Paul, il a sauté sur l'occasion quand il a entendu ça. Lui a signé le combat. Est-ce qu'il y aura d'autres combats sur la carte? Est-ce que c'est juste un fight? On sait pas finalement. On sait pas ce que c'est. Il y a rien d'autre d'annoncé. On sait pas, oui, quel type de combattants MMA vont être là. Oui, c'est vrai que j'ai pas vu la carte non plus, ouais, jusqu'à maintenant. Je crois que c'est le premier combat là qu'ils ont annoncé, et puis après on verra. Parce que c'est vrai qu'en général, il a tendance à mettre quand même des bons boxeurs sur ses cartes de boxe. T'as des combats de ce type, mais t'as aussi des bons boxeurs. Donc je sais pas qui va aller chercher. Est-ce qu'il va aller chercher que des anciennes gloires de l'UFC ou d'autres organisations qui va avoir s'affronter? C'est possible. Hein. Tu sais le Weidman de Silva, rien à voir. Silva qui devait être fait en boxe. Et pourquoi pas le faire sur une carte de MMA comme ça? Là, c'est la vraie revanche. Ouais. Pourquoi pas. Donc, tu vois, peut-être que ça sera des fights de cet acabit. Avec des mecs un peu plus jeunes, tu sais, qui ira piocher à droite à gauche, et puis des anciennes stars. Ouais, pas voir. C'est quand la date déjà? À voir. Le 16 mai. Ok. Je vais revérifier, mais le 16 mai. Le 16 mai, exactement. Le 16 mai sur Netflix. Donc voilà. Mon cher Oli. Ouais. On a fait le tour? On a fait le tour. Mot de la fin? Mot de la fin. Putain. On a dit beaucoup de conneries dans ce podcast, j'ai l'impression. Et c'est ça. Et je me souviens pas de tout. Je sais qu'il y a le 1, 2, 3 go. Ça, on peut parler du 1, 2, 3 go. On a parlé d'Aspinal. Qu'est-ce que j'ai dit comme connerie sur Aspinal? On a parlé du CC Foot. Ah, le CC Foot, c'est pas mal. On a parlé du CC Foot. On a parlé de quoi d'autre? J'ai sorti des conneries la meilleure vanne, mais elle est visuelle. C'est le pouce. C'est le super. pouce. C'est super. Non, mais par contre, tu sais, ça me renvoie, Thomas Spinal, tu sais, tu te souviens qu'à l'époque, j'avais dit qu'il avait une garde à la Stevie Wonder. Ouais. À la Gilbert Montagnier. C'est toi qui lui apporte, Qui lui a apporté l'œil. Je lui ai porté l'œil. Oh mon Dieu, mais faites vos meilleures vannes sur Thomas Spinal. En vrai, faites vos meilleures vannes. C'est quoi? C'est pas un mot de la fin, c'est un défi de la fin. Faites vos meilleures vannes. Mais dans le respect, hein. Bien sûr, attention, hein. Je veux que ça reste dans le respect. Je veux que ça soit, parce que c'est vrai que le pauvre, si vraiment c'est vrai. Ok, les amis, putain, ça a coupé juste à la fin. Je crois que c'est Aspinal qui a fait couper le signal, je crois. Aspinal a dû faire couper le signal. On a eu un petit bug. J'espère qu'on va pouvoir cette fois-ci vous fournir des images, hein, parce que sur le dernier podcast, c'était de l'audio. Mais bon, c'est pas grave, on a notre backup quand même, quoi qu'il arrive. En attendant, voilà, faites-nous dans le respect. Par contre, s'il vous plaît, pas d'insultes, pas de trucs comme ça, mais vraiment faut que ça soit drôle, des vraies vannes, des vannes drôles, d'accord. De toute façon, il les lira pas, il est loin, et puis voilà, sur Aspinal, je sais pas, on peut le faire. Les commentaires YouTube, ils sont écrits trop petits, il peut pas les lire. Des vannes gentillettes, des vannes qu'on peut faire entre potes. Voilà, c'est ça. Aspinal, c'est notre pote, et faites des vannes que vous feriez à votre meilleur pote. C'est vraiment ça. Tranquillement. Je veux pas que ça soit en fait, j'ai peur de faire ça parce que j'ai peur que ça soit de l'acharnement, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas de l'acharnement. Vas-y, de toute façon, on a 15 commentaires, c'est bon. Ouais, c'est ça. Ça va rien changer. Ça changera rien à la face du monde. Voilà. Que dire? Il ne verra ça que d'un œil, de toute façon, donc tout va bien. Non, faut pas que ça soit des insultes, faut que ça soit drôle. Mais soyez inventifs. En attendant, commentez. Donc likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast, le lien Tipeee en description si le cœur vous en dit, le lien vers un porte-fight avec le code TATAMI10 pour avoir 10% de réduction sur tout le site, il est aussi en description. Et puis nous, il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut.
Salut!